Comme tant d'autres récits apocalyptiques, cette nouvelle saga de survie commence par un acte de trahison. Notre protagoniste, un homme nommé Chang Xiaoyang, se retrouve littéralement dans une situation de vie ou de mort, suspendu au-dessus d'un enclos grouillant de zombies affamés. Pendant ce temps, son ex-petite amie ricane, se moquant de son état misérable. Elle lui rappelle que tous ses amis sont partis, mais le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Sa vie sans intérêt prendra bientôt fin, et il pourra enfin les rejoindre. En repensant aux événements qui avaient mené à ce moment, Xiaoyang ne pouvait se pardonner d'avoir laissé faire. La faute lui incombait entièrement. Au plus tôt, sa véritable erreur fut de faire confiance à cette femme malveillante, qui méritait une mort véritablement atroce. C'était elle, le véritable monstre de cette histoire. Cependant, les menaces de notre héros ne lui firent aucun effet. Ayant trouvé un nouveau petit ami plus puissant et plus riche, elle lui demanda de se débarrasser de ce type. Le gros homme accepta sans hésiter, suggérant de torturer Jiang Xiaoyang lentement, afin que la jeune fille puisse savourer le spectacle et laisser libre cours à sa rage. Juste avant d'actionner le mécanisme, l'homme corpulent exprima avec sarcasme sa gratitude envers Xiaoyang pour toutes ses provisions. Il fit remarquer que leur générosité soudaine leur assurerait un confort de vie pendant plusieurs mois. Cela marqua la fin de leur conversation, et Xiaoyang tomba directement dans la cage à zombies. Ces abominations enragées ne faisaient aucune distinction entre leurs cibles. La seule chose qu'elles désiraient au monde était de la chair fraîche. Impuissante et entravée, Xiaoyang ne pouvait rien faire d'autre que hurler de douleur. Ses dernières pensées furent un souhait désespéré, celui d'une autre opportunité, d'une seconde chance dans la vie où il pourrait se venger de son ex-petit ami Qi Jing et de Fatili Souxiang pour leur trahison. Mais soudain, Xiaoyang eut l'impression de se réveiller, entendant la voix odieuse et répugnante de Qi Jing qui exigeait qu'il s'explique. Elle insistait, demandant pourquoi son nom n'apparaissait toujours pas sur les titres de propriété. Ne l'aime-t-il donc pas du tout? Pas du tout? Pendant ce temps, Xiaoyang s'efforçait de se ressaisir et de comprendre la situation. Se pouvait-il qu'il ait réellement été réincarné à l'époque précédant l'apocalypse? Il se souvint de sa vie d'avant, où Qi Jing l'avait complètement dupé. Non seulement elle l'avait escroqué de tout l'héritage de ses parents, mais elle l'avait aussi laissé sans abri. Quelque temps après, l'apocalypse commença. Une catastrophe mondiale transforma les gens en zombies et plongea la planète entière dans un chaos total. Pourtant, même au milieu du chaos, Xiaoyang garda son sang-froid. Il survécut grâce à ses compagnons. Après avoir erré un certain temps, ils établirent une zone sûre. À l'abri des zombies et disposant de provisions suffisantes, ils pouvaient y survivre pendant des mois. C'est alors que Qi Jing réapparut. En feignant le désespoir et le besoin d'un abri, elle gagna de nouveau la sympathie de Xiaoyang. Il comprit alors à quel point il avait été naïf. La nuit suivante, elle ouvrit les portes de leur sanctuaire, admettant ainsi les ennemis mêmes qui avaient longtemps désiré leur anéantissement. Aujourd'hui, cette même femme perfide exigeait sans relâche une dot de 400 000 yuan en plus de la maison comme condition à leur mariage. Son attitude demeurait inchangée, certaine qu'il l'épouserait toujours. Xiaoyang était tellement subjugué par sa beauté qu'il était aveugle à sa nature corrompue. Mais cette fois, rien ne serait pareil. Il refusait d'être manipulé par cette créature maléfique. Il comprenait néanmoins la nécessité de la prudence, car toute action précipitée pourrait être préjudiciable. Qi Jing lui accorda une semaine pour satisfaire à ses exigences, le menaçant d'annuler le mariage en cas d'échec. En guise de réponse, Xiaoyang l'a mise à la porte, lui confirmant qu'il avait compris. Une telle attitude était totalement étrangère à Qi Jing, qui en était déconcerté. Depuis quand Xiaoyang, son fidèle serviteur, était-il devenu si insolent? Se pouvait-il qu'il ait décidé qu'il n'était plus à son service? Maintenant que le traître agaçant était parti, il pouvait enfin faire le point sur les lieux. L'apocalypse devait commencer dans 1 mois seulement. Par conséquent, Xiaoyang savait qu'il devait commencer ses préparatifs immédiatement, car tout retard lui serait fatal. Soudain, une notification apparut devant lui, rappelant quelque chose sorti d'un jeu vidéo.
Après avoir activé le système d'alerte apocalyptique, il reçut une mission. Intitulée simplement « Préparation à l'apocalypse », elle consistait à acquérir des terres et à constituer des réserves pour une année entière. L'accomplissement de cette tâche lui rapporterait 10 points à dépenser dans la boutique du système. Notre héros était ravi de cet avantage inattendu. Le système, les missions et les récompenses concrètes. Que demander de plus pour être heureux? Xiaoyang ignorait le contenu exact de la boutique du système. La sélection semblait se composer principalement de coffres à butin et de diverses potions, comme une potion de force destinée à améliorer la puissance physique. Cependant, les gargouillis de son estomac tirèrent notre héros de ses pensées, l'obligeant à prendre un repas copieux. Xiaoyang avait presque oublié comment, dans sa vie antérieure, il avait économisé jusqu'à la dernière pièce pour la dot de Jing, un sacrifice qu'il avait condamné à la malnutrition permanente. Refusant de se priver, il décida de se faire livrer un somptueux dîner. Sachant que les zombies allaient tout envahir d'ici un mois, il devait saisir l'occasion de savourer de la bonne nourriture tant qu'il en restait. La livraison est arrivée plusieurs heures plus tard. Jamais auparavant, Xiaoyang ne s'était autorisé le luxe d'un repas à emporter légendaire, servi dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Il choisit de commencer par découvrir la saveur d'un plat de porc braisé à 300 yuan. Comparé à la nourriture qui lui avait permis de survivre pendant l'apocalypse, ce repas était tout simplement divin, presque incroyablement délicieux. Notre héros ne s'arrêta pas là à son festin, mais se mit au contraire à manger avec une faim vorace. Doté d'un appétit d'ogre, il engloutit rapidement la quasi-totalité de son repas. À ce moment précis, son téléphone se mit à sonner. La plante était Wen Shuya, une amie de Qu Jing, ce qui indiquait que Qu Jing n'avait pas perdu de temps pour se plaindre auprès d'elle. Xiaoyang décrocha le téléphone, une décision qu'il regretta aussitôt. Un cri furieux jaillit du combiné. Wen Shuya exigeait des explications sur son comportement envers Qu Jing. Elle insistait. Qu Jing voulait seulement une preuve de son amour. Comment pouvait-il prétendre l'aimer s'il refusait même de lui donner sa propriété? Wen Shuya expliqua que Qu Jing le testait, un test qu'il avait raté. Elle lui proposa cependant une solution. S'il présentait les titres de propriété et 1 million de wen en espèces en guise d'excuse, elle tenterait de convaincre Qu Jing qu'il s'agissait d'un malentendu. L'alternative, la prévint-elle, était la rupture. Après cette longue tirade, la patience de notre héros s'est complètement évaporée. Pour qui se prenait-elle pour le mettre à l'épreuve? Une telle attitude ne méritait qu'une seule réponse, qu'elle aille se faire voir. Lorsque Shuya a tenté de protester davantage, Xiaoyang a simplement raccroché. Il n'en avait plus qu'assez de ces filles avides et obsédées par l'argent. Il n'avait plus aucune importance à ses yeux. Sa priorité absolue était de trouver et d'acquérir un terrain approprié. Sur ce site, il construirait la forteresse la plus redoutable qui soit, facile à défendre et située à proximité d'un point d'eau et d'une forêt. Le lendemain matin, il arriva à l'agence immobilière. Un conseiller l'accueillit à son entrée et lui demanda aussitôt s'il comptait louer ou acheter une maison. Xiaoyang l'assura que ce n'était ni l'un ni l'autre. Il était là pour quelque chose de bien plus précieux. Soudain, un directeur des ventes immobilières apparut derrière eux et ordonna à la consultante Xiaoning d'aller aider à porter des cartons provenant d'une importante livraison de papier toilette qu'il venait de recevoir. Ses tentatives pour expliquer qu'elle accompagnait un client furent totalement vaines. Le directeur Zhu refusa même de reconnaître Xiaoyang comme cliente. Il se mit à réprimander sa subordonnée pour avoir oublié tous ses enseignements. Affirmant qu'on ne peut être agent immobilier sans un certain talent, il la renvoya travailler dans la cour arrière. Il a alors fait remarquer à notre héros qu'un pauvre type, habillé de façon aussi vulgaire, n'avait probablement même pas les moyens de se payer des toilettes et ne méritait donc pas d'être considéré comme un client. Cette attitude méprisante a profondément agacé notre héros, qui a décidé de donner une leçon au gérant. Pour commencer, Xiaoyang a exigé qu'il répète ses propos et explique ce qui lui donnait le droit de mépriser les autres. Le manager Zhu ne montra aucune intention de céder. Plein d'assurance, il annonça fièrement qu'il était précisément le genre d'homme qui méprisait les chiens comme notre héros. Il paria ensuite que si Xiaoyang avait les moyens de s'acheter ne serait-ce que des toilettes,
il mangerait des excréments en direct. Un simple coup d'œil à Xiaoyang a suffi pour que le manager comprenne qu'il allait bientôt regretter ses paroles. Puisque le gérant avait fait lui-même l'offre, Xiaoyang lui conseilla de commencer à chercher des échantillons frais et fumants pour plus tard. Après tout, notre héros n'était pas venu à l'agence aujourd'hui dans l'intention de louer ou de vendre une maison. Il était là pour acheter des terres. Tous les clients présents étaient stupéfaits. C'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un d'assez riche pour acheter un terrain. À la lumière de cette révélation, Madame Xiaoning l'a invité à s'asseoir afin de pouvoir lui faire une présentation plus détaillée. Le directeur Zhu suivit toute la scène, les dents serrées, persuadé que n'importe qui pouvait faire de grandes promesses. Il était certain que, le moment venu de payer, Xiaoyang serait incapable d'honorer son engagement. Xiaoning a présenté à notre héros des informations sur toutes les parcelles de terrain disponibles à l'achat, proposant d'expliquer chacune d'elles au fur et à mesure qu'il les examinait. Mais pour notre héros, rien de tout cela n'était nécessaire. Il savait avec une certitude absolue ce qu'il cherchait. Xiaoyang a indiqué qu'il se contenterait de lister ses exigences afin qu'elle les compare à leur inventaire. Le terrain qu'il recherchait devait être situé à proximité de montagnes et d'un point d'eau, la présence d'une source d'eau courante étant préférable. Idéalement, il devrait déjà comporter des usines ou de grands bâtiments. Trouver un bien immobilier correspondant à leurs critères prendrait un peu de temps à Xiaoning. Mais voilà que le directeur Zhu réapparut derrière eux, comme si les approcher par surprise était un passe-temps favori. Il suggéra qu'un terrain répondant à tous ces critères se trouvait dans le district Est. Xiaoning trouva immédiatement l'idée saugrenue, expliquant que l'endroit en question était le terrain de T-City, un véritable capharnaüm d'usines inachevées et de projets au point mort. Un tel bien immobilier était invendable. Le gérant Ju, lui, était d'un avis différent. Il fit remarquer avec cynisme qu'il n'avait toujours pas vu un seul client. Ce type, avec ses exigences exorbitantes, pensa-t-il, n'était manifestement pas là pour acheter un terrain, mais pour semer le trouble. L'emplacement du terrain importait peu à Xiaoyang, pourvu qu'il réponde à ses besoins. La présence d'usines inachevées ne lui posait aucun problème. Au contraire, c'était un avantage. Après avoir examiné les détails, notre héros confirma que c'était exactement ce qu'il lui fallait. Les barbelés existants faciliteraient la défense du site, et les usines inachevées permettraient d'économiser beaucoup d'argent et de temps sur la construction. Il accepta donc d'acheter ce terrain. Il était prêt à signer le contrat et à payer l'achat. Xiaoning était complètement abasourdie. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un de sain d'esprit pouvait vouloir acheter ce terrain précis avec ses usines inachevées. Mais Xiaoyang resta ferme et lui demanda même de faire vite, car quelqu'un ici avait hâte de manger des excréments frais. Très vite, le directeur Zhu se retrouva avec le chèque de paiement, incapable de croire que ce qui se passait était même possible. Pour lui, l'idée que cet individu misérable puisse se permettre de débourser 300 000 yuan pour une propriété avec des usines abandonnées était complètement insensée. Avant de partir, Xiaoyang a rappelé au gérant que le paiement avait été effectué. Il lui incombait désormais de tenir sa promesse. Xiaoyang a ajouté que, bien que Zhu apprécie l'expérience, il lui enverrait un don via Super Chat pour la rendre moins désagréable. Les autres clients ont commencé à provoquer le gérant corpulent pour qu'il se dépêche, annonçant qu'ils avaient déjà lancé la diffusion en direct. Un client a prétendu avoir mal au ventre, mais a assuré que sa contribution, au moins, serait fraîche. Ainsi, Xiaoyang avait mené à bien la première phase de sa tâche. Il était temps d'aborder la seconde. Ayant dépensé toutes ses économies pour l'achat du terrain, il lui fallait désormais trouver un moyen de se procurer davantage d'argent afin de constituer des réserves. Alors qu'il quittait l'agence immobilière, il fut aperçu par une vieille connaissance, Li Suxiang, qui lui demanda aussitôt ce que notre héros faisait dans un endroit pareil. Cependant, toute autre question fut instantanément oubliée dès l'instant où il fut témoin du spectacle qui se déroulait à l'intérieur. Le personnel et les clients faisaient pression sur le gérant Zhu pour qu'il tienne sa promesse, alors même qu'il implorait désespérément de l'aide, criant à quel point il ne voulait pas manger d'excréments. Pendant ce temps, Kuijing se vernissait tranquillement les ongles, savourant une vie totalement insouciante. Elle a reçu un appel téléphonique de Li Suxiang. Il lui a demandé si elle savait que Xiaoyan venait de passer quelques jours à l'agence immobilière pour acheter un terrain.
Elle, bien sûr, n'en avait aucune idée et était complètement abasourdie, se demandant d'où il pouvait bien avoir tiré une telle somme d'argent. Li Xuxiang expliqua alors que Xiao Yang avait payé un total de 300 000 yuan, supposant que cela provenait probablement des économies réalisées pour la dot. Elle était furieuse que ce salaud ait osé dépenser son argent. Li Xiuqiang l'exhorta à garder son calme et à ne pas se mettre en colère, lui suggérant plutôt d'aller trouver Xiao Yang et de lui demander ce qui se passait. Mais la rage la consumait, et elle n'avait aucune intention de lui poser la moindre question. Ce salaud utilisait son argent, et elle était déterminée à le démasquer aujourd'hui même. Entre-temps, notre protagoniste était préoccupé par ses propres problèmes, car l'achat de provisions et la construction d'une base nécessiteraient de trouver beaucoup d'argent. Tous ces préparatifs tranquilles furent réduits à néant par des coups désespérés et frénétiques frappés à sa porte. C'est Qijing, arrivé avec sa sœur à ses côtés, encore furieuse qu'il ose dépenser son argent. Xiao Yang ne comprenait toujours pas de quoi elle parlait. Qijing, cependant, poursuivit son enquête, l'accusant d'avoir utilisé l'argent de la dot pour acheter le terrain. Elle déclara que cet argent lui appartenait et que, puisqu'il l'avait utilisé pour acquérir la propriété, le terrain était également à elle. Xiao Yang resta un instant sans voix devant l'audace des affirmations de cette folle, mais il décida finalement d'expliquer la situation d'une manière que même une imbécile comme elle pourrait comprendre. Il possède une somme d'argent considérable, mais il n'a aucune intention de dépenser un seul centime pour elle. De plus, il est parfaitement au courant de sa liaison avec Li Xuxiang. Qijing était complètement déconcerté par ce revirement de situation et ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait, ni comment il pouvait bien être au courant pour elle et Li Xuxiang. Voyant la situation s'envenimer, sa sœur tenta d'intervenir, suggérant à tous de se calmer pour résoudre ce petit malentendu entre un couple. Mais Xiao Yang n'avait aucune intention de perdre son précieux temps avec ces deux-là. Il affirma qu'il n'y avait aucun malentendu. Qijing n'était pas sa petite amie, mais la pauvre fille soumise de ce vieux gros Li Xuxiang. Immédiatement après cette déclaration, il lui a claqué la porte au nez et lui a ordonné de déguerpir, ajoutant que sa simple présence était une nuisance. Qijing était abasourdi, incapable de comprendre comment il avait pu découvrir la vérité. Elle et Li Xuxiang avaient toujours été extrêmement prudents lorsqu'ils louaient des chambres. Sa sœur, qui n'était au courant de rien non plus, ne comprenait pas pourquoi elle ne lui avait pas révélé cette information cruciale plus tôt et lui demanda si elle sortait vraiment avec cet homme d'âge mûr. Qijing insista sur le fait que ce n'était rien de grave, affirmant qu'ils avaient simplement loué des chambres ensemble à quelques reprises. La situation leur ayant totalement échappé, ils n'eurent d'autre choix que de rentrer chez eux et d'élaborer un nouveau plan. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Puisque sa sœur avait lamentablement échoué avec Xiao Yang, Wen Shuya décida que c'était à son tour d'essayer de charmer Xiao Yang. Telle était la voie des bonnes sœurs, après tout. Le lendemain, Xiao Yang rencontra une équipe de construction sur son terrain nouvellement acquis pour discuter de la reconstruction d'une usine, sa principale question étant la durée du projet. Après une analyse approfondie, le contremaître Li a conclu que les tâches nécessaires, le renforcement des murs, la construction de tours de protection, l'installation de barbelés texans, l'épaississement des portes blindées en acier et l'ajout de vitres par balles, étaient toutes des entreprises extrêmement chronophages. Mais il ne put s'empêcher de poser une autre question. Quel genre d'ennemi puissant notre héros avait-il bien pu irriter pour exiger la construction d'une forteresse aussi formidable? Xiao Yang lui fit remarquer sèchement que poser trop de questions était une mauvaise idée, car certaines connaissances pouvaient être dangereuses. Notre héros avait simplement besoin de connaître le coût total des travaux pour les achever en 1 mois. Le contremaître insista sur le fait qu'1 mois était impossible, ce qui poussa Xiao Yang à menacer de faire appel à d'autres personnes prêtes à accepter le travail. En réponse, le contremaître déclara que la vie de ses ouvriers était plus précieuse. Notre héros fut un instant surpris, croyant avoir affaire à un contremaître doté d'une conscience. Il se trompait. Il ne s'agissait que d'une tactique de négociation pour obtenir une somme d'argent bien plus importante. Xiao Yang exigea qu'il annonce le prix sans plus de tergiversation. Le contremaître Li calcula alors que terminer le projet en 1 mois nécessiterait une main-d'œuvre 24 heures sur 24 de la part de ses ouvriers
ce qui ferait grimper le coût final à 6 chiffres. Le prix final s'élevait à 20 millions, et ils exigeaient un acompte de 5 millions de yuan avant le début des travaux, ce qui leur permettait de commencer immédiatement. Mais ces propositions ne convenaient pas à notre héros. Il a insisté pour que les travaux commencent immédiatement, promettant de transférer les fonds sous une semaine. Pour conclure l'affaire, il a assuré à l'entreprise de construction qu'elle n'avait pas à s'inquiéter du paiement. S'il ne parvenait pas à verser l'argent, le terrain lui-même leur appartiendrait. Soudain, Wen Shuya fit une apparition inattendue sur le chantier. Elle passa effrontément son bras dans le sien et exigea de savoir ce qu'il faisait là. Xiao Yang éprouvait déjà une profonde répulsion pour cette femme abjecte. Dans sa vie antérieure, elle et Kui Jing avaient conspiré pour le dépouiller de l'héritage de ses parents. Et cette fois, il comptait bien lui faire payer le double. Toutes ses tentatives de charme furent vaines. Malgré ses airs mielleux, il devinait sa nature corrompue. Elle lui demanda si c'était bien le terrain qu'il avait acheté, admirant la beauté du paysage et supposant que Xiao Yang comptait y construire une villa. Mais ses projets de construction ne la concernaient absolument pas. Face à son attitude glaciale, elle était complètement déconcertée. Depuis quand ce minable se comportait-il avec une telle assurance? D'ordinaire, le moindre contact suffisait à faire battre son cœur la chamade et à lui faire rougir. Mais aujourd'hui, ses gestes restaient totalement sans effet. Au lieu de cela, il lui tourna le dos avec apathie, se mit à donner des instructions aux ouvriers du bâtiment sur leurs erreurs et ordonna que le portail soit élargi. Wen Shuya savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Puisque Kui Jing avait tout gâché avec sa liaison, c'était à elle de saisir l'opportunité de revendiquer ses terres. De retour chez lui, Xiao Yang réfléchissait à la manière de se procurer davantage de fonds. Le prêt de 3 millions de yuan qu'il avait obtenu en hypothéquant sa maison était loin d'être suffisant pour couvrir la phase initiale des travaux. En y réfléchissant bien, l'apocalypse était une certitude inévitable. Vendre sa maison à plusieurs personnes à la fois n'aurait aucune importance à long terme. Il s'agissait d'une ligne de conduite qui nécessitait un examen approfondi. Comme par magie, on frappa à la porte. C'était son fichu vieux voisin agaçant. Il s'appelait Grand-Père Li, un vieux riche et arrogant qui habitait à l'étage inférieur. Il possédait les appartements du premier et du deuxième étage et désirait ardemment acheter le troisième, mais Xiao Yang refusait obstinément de lui vendre. Pour cette raison, le vieil homme avait eu recours à toutes sortes de mauvais tours. Peindre les portes, éparpiller des ordures, laisser un cercueil dehors et bloquer la serrure. Après tous ces actes de harcèlement, il venait maintenant se plaindre que Xiao Yang avait fait trop de bruit la veille au soir, alors qu'elle était censée faire la fête. Bien sûr, cette accusation était un pur mensonge. Notre héros s'était couché tôt la veille au soir et ne s'était certainement pas livré à de telles activités. Mais il était inutile de poursuivre la discussion. Xiao Yang savait pertinemment que le vieil homme convoitait sa maison. Alors, feignant d'être exaspéré, il céda. Il était désormais prêt à vendre l'appartement à Grand-Père Li. Le vieil homme avait du mal à comprendre ce qu'il entendait. Mais Xiao Yang a formulé une seule condition. Il demandait le droit de continuer à vivre dans le logement pendant 6 mois supplémentaires afin de se donner le temps de trouver un nouveau logement. Cependant, l'élément crucial de l'accord était que Grand-Père Li devait transférer immédiatement 5 millions de dollars sur son compte afin de pouvoir verser un acompte pour une nouvelle maison. Si Grand-Père Li refusait d'accepter cette condition, l'accord tout entier serait annulé. Le vieil homme avide ne laissa pas passer cette occasion et accepta aussitôt. Mais il exigea la signature immédiate d'un contrat afin d'empêcher Xiao Yang de revenir sur sa décision. Cela ne posait aucun problème à notre héros. Ce vieil homme était de toute façon voué à mourir dans cette maison, même lorsque l'apocalypse commencerait. Une fois que Grand-Père Li eut transféré les 5 millions de yuan, Xiao Yang les combina avec le prêt bancaire, portant ainsi son capital total disponible à 8 millions. Le moment était venu de terminer la deuxième tâche et d'en retirer la récompense. Pour atteindre cet objectif précis, le plus grand supermarché de la ville était l'endroit idéal. Xiao Yang entreprit immédiatement le travail méticuleux d'accumulation de provisions pour une année complète. Les passants le considéraient comme un déséquilibré mental et préféraient garder leur distance. Finalement, il a dirigé un grand convoi de chariots vers les caisses.
Les gens autour de lui restaient perplexes face à l'ampleur de ses achats, se moquant de lui comme s'il n'était qu'un autre imbécile illuminé qui avait cru aux rumeurs sur l'apocalypse et la fin du monde. Mais leurs opinions ne comptaient absolument pas. La seule chose qui importait, c'était que Xiao Yang ait rempli sa mission et obtenu 10 points. Parmi les différentes options proposées dans la boutique du système, les objets désignés comme protecteurs étaient les plus importants. La boîte de ravitaillement du protagoniste coûtait exactement 10 points. Et Xiao Yang a saisi l'occasion sans hésiter un instant, choisissant de dépenser tous ses points disponibles sur cette seule boîte. La transaction fut approuvée et il devint propriétaire de la mystérieuse boîte. Après l'avoir ouvert, il découvrit une anneau spatiale de niveau 1 qui lui donnait accès à son propre sous-espace personnel de 500 mètres cubes. De plus, le temps à l'intérieur de cet espace était figé, empêchant ainsi toute détérioration des objets stockés. Cette acquisition fut un immense succès, confirmant la puissante intuition que notre héros avait eue au sujet de la boîte. Le fait que le temps s'arrêtât à l'intérieur du sous-espace signifiait qu'il pouvait même y conserver indéfiniment des aliments périssables sans aucun risque de décomposition. En plus de ce nouvel objet, Xiao Yang a également reçu une nouvelle mission. Rassembler des provisions pour 10 ans. Une tâche qui offrait une récompense de 20 points une fois accomplie. Mais soudain, les plans de notre héros furent brutalement interrompus par une convocation du chef de la sécurité du supermarché. Le chef avait reçu des signalements concernant un individu supposément déséquilibré qui causait des troubles. Il se trouve que ce responsable de la sécurité connaissait déjà Xiao Yang. Le nom du chef de la sécurité était Yang Tao. Yang Tao était un visage familier du lycée, où il avait été le bras droit d'un tyran local qui s'en prenait aux plus vulnérables. Il rackettait les élèves pour le compte de son patron, ce qui avait provoqué de nombreux affrontements avec Xiao Yang, qui ne s'attendait certainement pas à ces retrouvailles. Yang Tao a ordonné à notre héros de remettre chaque objet à sa place, proférant une menace à peine voilée quant aux conséquences d'un refus d'obtempérer. En guise de réponse, Xiao Yang fit remarquer froidement que Yang Tao n'avait pas changé d'un iota dans ses manières d'intimidateur. Notre héros affirma clairement qu'il ne rendrait rien, arguant qu'en tant que client payant, il détenait tous les pouvoirs, puis demanda si c'était la procédure habituelle pour traiter les clients. Yang Tao changea alors de demande, insistant pour que Xiao Yang paie tout sur le champ et l'avertissant que toute cruauté ultérieure serait entièrement de sa faute. Il a fallu 1 heure entière aux caissières du supermarché pour enfin scanner la montagne d'articles et calculer le coût total. Un total de 56 000 wen. Yang Tao a immédiatement exigé le paiement. Sans hésiter un instant, notre héros brandit sa carte de crédit comme une arme, prêt à régler ses comptes. À la plus grande surprise du chef de la sécurité, la transaction fut approuvée sans aucun problème. Reconnaissant sa défaite, Yang Tao se retourna pour s'éloigner, mais Xiao Yang lui ordonna sèchement de s'arrêter net où il se trouvait. Yang Tao n'avait aucune idée des intentions de Xiao Yang. Mais c'était simple. Le jeune Tao avait été impoli, et maintenant notre héros exigeait des excuses publiques, faute de quoi il rendrait toute la marchandise. Du point de vue du chef de la sécurité, Xiao Yang allait trop loin et cherchait délibérément à provoquer une confrontation. Cependant, une foule de témoins s'était rassemblée. Ayant assisté à toute la scène, ils prirent entièrement le parti de Xiao Yang, filmant l'incident avec leur téléphone et menaçant de rendre Yang Tao infâme sur Internet s'il ne présentait pas d'excuses. Xiao Yang a ajouté une autre dimension à son ultimatum, promettant d'acheter 10 fois plus de marchandises si les excuses étaient suffisamment sincères. Si Yang Tao doutait de ses capacités financières, Xiao Yang l'invita à apporter le terminal de paiement afin que notre héros puisse consulter le solde de son compte. En découvrant la somme astronomique de 7 millions sur son compte, Yang Tao en resta bouche bée. Xiao Yang exigea seulement des excuses, et il reprendrait ensuite ses achats. Le chef de la sécurité, tiraillé par son orgueil, essuya un bref échec. Submergé par l'immense pression, Yang Tao a finalement capitulé et présenté ses excuses. En passant devant l'homme vaincu, Xiao Yang lui donna un conseil. Être moins imprudent à l'avenir, car on ne peut jamais prévoir comment les circonstances peuvent évoluer. Alors Yang Tao, arborant un masque de bienveillance, demanda
Pourquoi notre héros achète-t-il autant de choses? Bien sûr, Xiao Yong répondit. Cela ne me regarde pas. Il préparait quelque chose d'important. En entendant cela, Yang Tao sut exactement quoi suggérer, faisant remarquer que l'entrepôt du supermarché ne pouvait pas avoir suffisamment de stock pour une opération d'une telle envergure. Pour une transaction de cette importance, Xiao Yang aurait besoin d'un grossiste. Par chance, son poste au supermarché lui permettait de connaître la personne idéale, un certain Zhang Shengche. Il lui expliqua que ce dernier travaillait actuellement dans le secteur du commerce de gros. Yang Tao s'empressa d'appeler son associé, lui annonçant avec joie qu'il avait décroché un client important. Cette nouvelle fit prendre conscience à Xiao Yang que certaines personnes étaient incapables de changer. Voyant que les deux anciens brutes collaboraient toujours, il ne put que spéculer sur l'ampleur de leur stratagème pour escroquer le supermarché. Peu après, ils arrivèrent tous les deux à l'entrepôt de vente en gros. Un véhicule luxueux s'est approché d'eux avec une insouciance téméraire. Observant la conduite arrogante de Zheng Shenzhe, notre héros conclut qu'il n'avait probablement jamais été scanné auparavant. Une situation qui allait bientôt être rectifiée. Des retrouvailles entre d'anciennes connaissances. Bien que le propriétaire hautain n'ait pas immédiatement reconnu notre héros. Tao a alors dû évoquer leur passé commun au collège et au lycée. Malgré ce rappel, Shenzhe a eu du mal, dans un premier temps, à se souvenir précisément de qui était Xiao Yang. Mais après un moment de réflexion, le souvenir a finalement fait tilt. C'est précisément cet individu qui possédait une certaine dose de courage. Shenji jeta un coup d'œil à son ancien camarade et se fit immédiatement une opinion en se basant sur sa tenue. Il n'éprouvait que du mépris pour ses vêtements bon marché sans marque, car il détestait ceux qui feignaient une richesse qu'il ne possédait pas. Shenji s'était déjà fait une idée précise de notre héros, rien qu'à ses vêtements. Il se tourna aussitôt vers Tao, bien décidé à réprimander l'imbécile qui l'avait amené là. Un client important, aussi inutile, n'était qu'une perte de temps considérable. Pour bien lui faire comprendre son point de vue, Shengzi lui donna même un coup de pied aux fesses, une leçon brutale pour qu'il soit plus perspicace à l'avenir. Et ce, malgré les protestations de Tao, conscient de la véritable situation financière de Xiao Yang. Shengzi, cependant, refusa d'envisager cette possibilité. Fort de son expérience dans le milieu, il était fier de pouvoir distinguer les riches des pauvres d'un seul regard. Xiao Yang a constaté que certains individus sont tout simplement incapables de changer. Et il a qualifié Shengzi d'illettré méprisant envers les autres. Shengzi le saisit aussitôt par le col, exigeant qu'il réitère l'insulte qu'il venait de proférer. Xiao Yang n'éprouvait aucune peur. Il réaffirma sans détour qu'il méprisait les gens. Mais il devint évident que cette accusation n'était pas du tout à l'origine de son ressentiment. En réalité, le véritable élément déclencheur avait été le fait que notre héros les traitait d'illettrés. Ce fut une réaction à laquelle Xiao Yang ne s'attendait pas. Il semblait que ce scélérat était véritablement sans scrupules. Pressentant une altercation imminente, Tao intervint promptement, mettant en garde notre héros contre toute provocation à l'encontre de la sensibilité particulière de Shengzi. Ce dernier étant illettré, il déteste qu'on l'appelle ainsi. Mais cette explication ne valut à Tao qu'un autre coup de pied, accompagné d'un flot d'insultes de la part de Shengji, furieux d'être empêché de laisser libre cours à sa colère. Revenons à notre héros. Shengji lui lança un ultimatum. Soit Xiao Yang achetait la marchandise d'un camion entier, soit il serait contraint de repartir à quatre pattes. Cette situation convenait parfaitement à notre héros. Il ordonna à Shengji de le libérer de son collier et de lui donner son numéro de compte. En un instant, la rage sur le visage de Shengji se mua en stupeur. Contre toute attente, Xiao Yang avait réussi à virer 1 million de yuan directement sur son compte. D'après notre héros, il ne s'agissait que d'un acompte. Son intention était d'acheter pour un total de 5 millions de yuan de provisions. Shengji s'enquit des articles précis dont il avait besoin. Xiao Yang énuméra de l'huile, du riz, du sel, divers encas et des boissons, en bref, tous les produits à longue conservation. Un sourire à peine perceptible se dessina sur les lèvres de Shengji. Il avait récemment reçu une importante cargaison de nourriture proche de sa date de péremption, ce qui représentait l'occasion idéale de s'en débarrasser auprès de Xiao Yang.
En arrivant à l'entrepôt où les aliments étaient stockés, Shenji a fait une offre à notre héros. Prendre le lot entier avec une généreuse réduction de 10% sur le prix de gros standards. L'offre était excellente. Cependant, Xiaoyang savait que Shenji ne braderait jamais sa marchandise à un prix aussi bas sans contrepartie. Sa priorité fut donc d'en vérifier personnellement la qualité. Comme Xiaoyang l'avait prédit, c'était un piège. Bien que l'emballage paraisse neuf, la nourriture à l'intérieur était sur le point de se périmer. Shenji était stupéfait que Xiaoyang ait découvert son stratagème si rapidement. Il s'est empressé de sauver la situation, offrant immédiatement une réduction importante de 50%. Mais notre héros n'était pas intéressé par un tel marché. Ces 5 millions étaient destinés à l'achat de nourriture de la meilleure qualité possible. Cependant, il avait aussi une idée précise de ce que pouvait bien faire cette marchandise périmée. Xiaoyang informa Sheng Jie qu'il la lui rachèterait à moitié prix, à condition que le paiement soit différé d'1 mois. Sheng Jie était incrédule face à la contre-proposition de notre héros. Mais Xiaoyang a dissipé ses doutes en déclarant qu'il utiliserait sa maison comme garantie. Sheng Jie restait perplexe, incapable de comprendre pourquoi Xiaoyang voulait des aliments sur le point de se périmer. Il n'aurait jamais imaginé que dans un avenir proche, même ces denrées vaudraient leur pesant d'or. Xiaoyang n'avait aucune intention de s'expliquer et a simplement dit à Sheng Ji de lui livrer le colis à l'adresse indiquée. Soudain, notre héros a reçu un appel téléphonique concernant la vente de sa maison. Il a rapidement fait ses adieux à Shenji et Tao avant de partir. L'acheteur potentiel était un homme âgé qui proposait un acompte de 400 000 et était disposé à accorder à Xiaoyang un délai généreux de 3 mois pour déménager. Tout se déroulait si facilement que cela éveilla les soupçons de notre héros. Il demanda au vieil homme ce qui le pressait. Il expliqua que sa petite fille changeait d'école et avait besoin d'un nouveau logement, et que la maison de Xiaoyang était la seule disponible à la vente dans les environs. Le vieil homme était si franc qu'il révéla spontanément toutes ses motivations à Xiaoyang. Notre héros se demanda s'il craignait que ces informations ne l'incitent à augmenter le prix. Le vieil homme réalisa aussitôt son erreur, et pris de panique, se mit à supplier notre héros de ne pas le faire, expliquant qu'il s'agissait de toutes les économies de sa vie. Xiaoyang n'était pas un individu malfaisant qui profitait de la bonté des innocents. Il a confirmé que leur accord initial était toujours valable. Puis il a signé le contrat. Le vieil homme était submergé de bonheur, immensément soulagé que sa petite fille ait désormais un foyer. Il était si prévenant et si poli qu'il s'est même excusé auprès de Xiaoyang de l'avoir distrait de son travail. Comprenant à quel point le vieil homme était vraiment gentil et honnête, notre héros conclut avec amertume que lui et sa petite fille ne survivraient pas un seul mois à l'apocalypse. Interpellant le vieil homme qui partait, il lui demanda son adresse. Au bout d'un certain temps, Xiaoyang arriva sur sa propriété, où le chantier de construction battait son plein. Après avoir assuré au contremaître que le paiement serait effectué sous peu, il demanda un rapport d'avancement. Il s'avéra que la construction était déjà achevée à près de 80%. Les mesures défensives, l'épaisseur des murs et des portes étaient conformes à ces spécifications. L'entrepôt fut entièrement construit d'après un plan d'usine. Là, tout était terminé et l'espace prêt à l'emploi. C'était une excellente nouvelle. Xiaoyang a immédiatement téléphoné à Sheng Jie et lui a dit de commencer à apporter les provisions. Bientôt, l'entrepôt qui ressemblait davantage à un coffre-fort anti-apocalypse commença à se remplir de ressources stockées. À la tombée de la nuit, tous les préparatifs étaient terminés, conformément aux ordres stricts de Xiaoyang. Dès que l'équipe de construction est partie, notre héros était enfin libre d'inspecter la construction achevée. Il put enfin pousser un soupir de soulagement. Chaque détail avait été exécuté exactement comme il l'avait prévu. Simultanément, une notification du système a confirmé la réussite de sa tâche, lui octroyant une récompense de 20 points système. En ouvrant la boutique du système, Xiaoyang découvrit un nouvel objet, une boîte contenant des pouvoirs éveillés. Cela lui offrait une opportunité incroyable d'acquérir des pouvoirs surnaturels avant même le début de l'apocalypse. Sans hésiter un instant, Xiaoyang acheta une seule boîte. L'ouverture du conteneur révéla une capacité de niveau 1 nommée « œil de l'esprit ».
une compétence qui lui permettrait de percevoir les intentions hostiles de n'importe quelle cible. Un sentiment de satisfaction submergea Xiaoyang. Il savait que c'était l'une des compétences les plus précieuses qu'on puisse posséder durant les premières phases de l'apocalypse. Le système semblait n'avoir aucune intention de laisser notre héros se reposer, lui confiant aussitôt une nouvelle mission: se procurer des armes, et en grande quantité. Cela arrangeait parfaitement Xiaoyang, car cela correspondait exactement à ses plans. Le moment était venu de se procurer des armes. Chargé de s'armer en prévision de l'apocalypse imminente, Jiang Xiaoyang s'enfonça dans les bas-fonds sordides de la ville, naviguant dans le marché noir nocturne et grouillant de vie. Tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule, l'air était saturé du bourdonnement incessant des marchandages et des cris stridents des acheteurs et des vendeurs se disputant le meilleur prix. Les escrocs sans scrupules représentaient une menace omniprésente. Soudain, un mouvement fugace dans son champ de vision périphérique attira son attention. Il reconnut l'homme instantanément. Li Suxiang, celui-là même auquel Cui Jing s'était attaché lors de la première apocalypse. Il était en train d'intimider un vendeur au sujet du prix de bijoux contrefaits, usant sans relâche son influence jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Jiang Xiaoyang ne s'attendait pas à croiser cet individu ce soir, mais il était tout à fait dans le caractère de ce vaurien de rechercher de faux bracelets de jade. Cette sorcière perfide, Cui Jing, était bien assez naïve pour se laisser berner par des cadeaux aussi vulgaires. À quelques pas de là, ses recherches ont porté leurs fruits, lorsqu'il a trouvé un étal présentant des marchandises très prometteuses. Un assortiment de lames acérées était disposé sur le sol, chaque arme paraissant plus mortelle que la précédente. Au moment où son regard se posa sur l'amas de lames acérées, un léger sourire effleura ses lèvres. Enfin, il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Accroupi devant le vendeur, il alla droit au but, demandant hardiment si cet étal vendait des trucs durs. Le vendeur, un homme en tenue de camouflage à l'allure de soldat, resta de marbre face à cette question énigmatique. Il lança un aiguiseur de couteau à Xiaoyang, lui suggérant sarcastiquement qu'il pouvait affûter lui-même les lames s'il souhaitait un tranchant plus dur. Son expression se faisant grave, Xiaoyang déclara qu'aucun des couteaux disponibles ne répondait à ses critères de dureté. Il précisa qu'il recherchait un couteau nettement plus résistant. Comprenant enfin le véritable sens de ses paroles, M. Camo devint soudainement très sérieux et se demanda si Xiaoyang cherchait délibérément à semer le trouble. L'irritation croissante de M. Camo fut brutalement interrompue par la sonnerie distincte d'une notification téléphonique signalant un dépôt de 200 000 yuan sur son compte bancaire. Devant lui se tenait Jiang Xiaoyang, son téléphone à la main, montrant le reçu de transaction. Il venait de transférer une somme astronomique grâce au code QR du stand, une manœuvre évidente pour apaiser le vendeur furieux et prouver sa légitimité en tant qu'acheteur. Finalement convaincu de sa sincérité, M. Camo a appelé un de ses associés pour qu'il prenne la relève à l'étal, afin qu'il puisse s'occuper d'affaires plus sérieuses. Son attitude envers Jiang Xiaoyang changea radicalement. Il accompagna poliment le jeune homme dans un autre bâtiment, car discuter de leurs affaires à l'extérieur était quelque peu gênant. Entrer dans le bâtiment sans charme adjacent à l'étal ne posa aucun problème. M. Camo a alors tenté de vendre à Xiaoyang des fusils artisanaux, adaptés aux petites cibles et coûtant 2000 wen, avec des munitions bon marché. Notre garçon a catégoriquement refusé. Ce refus n'a fait qu'attiser un peu plus l'esprit de compétition de M. Camo. Il a donc produit une série de répliques de revolvers conçues pour imiter les armes de poing utilisées en service. Pour 5000 yens, un client pouvait acquérir une arme de calibre 9 mm et les munitions coûtaient 5 yuan unité. Pour Xiaoyang, la qualité était à peine acceptable. Mais compte tenu des 200 000 yuan qu'il avait déjà déboursés, ce tas de camelotes ne parvint absolument pas à retenir son attention. La mention d'un paiement anticipé a laissé M. Camo perplexe, le poussant à demander précisément à quoi Xiaoyang faisait référence. Jiang Xiaoyang a annoncé que la transaction précédente ne représentait qu'un acompte de 10%, car sa commande complète s'élevait à la somme faramineuse de 2 millions de yuan d'armement. Les relations potentielles de cet acheteur mystérieux commencèrent à inquiéter légèrement M. Camo. Xiaoyang inventa une histoire
expliquant que ses subalternes géraient généralement ce genre d'achat sordide. Mais il était là, et il n'avait aucune patience pour les questions indiscrètes sur son passé. Percevant l'immense gravité de la situation, M. Camo demanda poliment au jeune homme d'attendre un bref instant, tandis qu'il se précipitait frénétiquement dans une autre pièce. Il verrouilla la porte avec une grande hâte. Par simple précaution, M. Camo a jeté un rapide coup d'œil par la fenêtre aux alentours. Se tournant vers Jiang Xiaoyang, il déclara avec assurance que son nouveau client avait trouvé le fournisseur idéal pour ses besoins. S'approchant, il murmura à Xiaoyang qu'il s'occuperait de tout. Il suffisait d'une adresse pour la livraison. L'échange aurait lieu dans 2 jours à minuit et il n'accepterait que du liquide. Au moment même où Jiang Xiaoyang quittait le bâtiment sans charme particulier, M. Camo lui réservait déjà un traitement digne d'un client de marque. Le malheur a voulu que Xiaoyang retourne dans la rue du marché nocturne, au moment précis où le vaurien bien connu de tout à l'heure passait par là. Li Sucheng commenta leur rencontre fortuite, soulignant qu'elle avait eu lieu dans un marché noir. Il affirma alors que cela expliquait désormais les dépenses somptuaires du jeune homme ces derniers temps. Le cas de Kui Jing fut également évoqué. Il émit l'hypothèse que le jeune homme avait trop suivi de conseils financiers et cherchait désormais à liquider ses actifs, à abandonner et à mener une vie paisible. Complètement insensible aux railleries insignifiantes de ce colosse obèse, Jiang Xiaoyang décida que c'était l'occasion idéale de mettre à l'épreuve sa nouvelle compétence. Alors qu'il activait son œil mental, une énergie subtile et imperceptible illumina sa vision. Il pouvait distinguer une expression joyeuse sur le visage de M. Camo, tandis qu'une expression de rage planait sur celui de Li Suxiang. Comme il l'avait anticipé, cela s'avérait être une compétence incroyablement précieuse. Pour tester davantage ses capacités, il se mit à insulter l'homme corpulent, l'accusant d'avoir acheté des contrefaçons et des articles d'occasion pour tromper Tsui Jing. Il ajouta que la jeune fille était de toute façon un déchet pour lui, et qu'il était donc logique qu'elle soit si peu appréciée. Ces mots firent mouche, et le voyant du gros homme s'illumina de rage, tandis qu'il se mettait à hurler des injures au jeune homme. Constatant l'escalade de la tension, M. Camo intervint, cherchant à savoir si l'homme furieux causait des problèmes à son important nouveau client, Xiaoyang. Il identifia rapidement Li Xusheng comme un ennemi. Saisissant l'occasion, M. Camo promit à son nouveau protecteur que lui et ses hommes donneraient une leçon à cet homme corpulent. Xiaoyang approuva l'idée, mais le mit en garde contre toute velléité d'abus, car il avait lui-même des projets pour Li Xusheng. À la vue d'une bande de voyous musclés avançant vers lui, la bravade du gangster en herbe s'évapora et il commença à paniquer, ses paroles arrogantes étant remplacées par des trébuchements terrifiés. M. Camo n'a pas perdu plus de temps avec cet individu inutile et a simplement sorti une matraque. Les hommes ne firent qu'une bouchée de l'homme corpulent, le laissant battu et meurtri dans l'obscurité de la rue. Son visage et son costume blanc étaient couverts d'empreintes de chaussures, témoins des coups de pied brutaux qu'il avait reçus. Une expérience qui n'avait fait qu'exacerber sa haine envers Jiang Xiaoyun. 2 jours plus tard, la rencontre convenue a eu lieu à l'entrepôt. Les 2 parties arrivant apparemment à l'heure prévue pour l'échange. Devant Xiaoyang se trouvait un camion rempli de caisses à l'aspect suspect, ce qui correspondait précisément à ce qu'il attendait. La livraison de ses armes à feu a marqué l'achèvement d'une tâche de préparation au combat, ce qui lui a permis d'obtenir 10 points du système et a porté son total à 20. À l'intérieur des caisses se trouvait un arsenal d'armes lourdes, de fusils, de pistolets et de tout autre équipement auxiliaire dont il pourrait avoir besoin. Pour une raison inconnue, le système lui octroya également une récompense bonus. Une potion d'amélioration physique, +2. Tenant la seringue, il fut ravi de ce bonus inattendu. Son indice +2 la rendait 2 fois plus efficace que celle vendue dans la boutique officielle. Sans perdre un instant, il leva la seringue et la pointa vers ses veines. Il se prépara à la légère piqûre de l'aiguille, mais la sensation de la potion de force pénétrant dans son sang fut un processus atrocement douloureux. En tant qu'homme adulte typique, son score physique se situerait autour de 5 points, ce qui signifie que l'augmentation de 2 points lui a permis d'accroître sa puissance globale de près de 40%. L'effet étant si puissant, il décida d'ouvrir la boutique du système,
son regard se posant immédiatement sur les autres potions d'amélioration physique proposées à la vente. Prenant conscience de l'immense valeur tactique que représentait une force accrue grâce à une autre seringue massive, il décida qu'il valait mieux maximiser cet avantage. Après s'être injecté ce qui était en quelque sorte un code de triche pour la force, son score physique a atteint avec succès 8. Il était désormais environ 60% plus fort qu'un homme moyen et ressentait une envie irrésistible de tester ses nouvelles limites. Voyant plusieurs barres de fer éparpillées sur le sol de l'entrepôt, l'idée d'un test a immédiatement traversé l'esprit de Jiang Xiaoyang. Il a saisi une des barres de fer, une épaisse pièce d'armature utilisée dans le renforcement des bâtiments. Xiaoyang la lança en l'air, puis la frappa d'un coup de pied, le portant avec toute la vitesse et la puissance dont il était capable. Son attaque laissa une courbure notable dans l'épaisse tige de métal. L'élan de la barre la projeta contre un mur voisin, et la force du coup de pied de Xiaoyang fut telle qu'il y laissa une profonde entaille. Avec sa force actuelle, ses mains nues étaient devenues de véritables armes. Il se sentait désormais parfaitement à l'aise pour affronter les défis des débuts de l'Apocalypse. Quant à son arsenal nouvellement acquis, le laisser à découvert était une folie. Aussi le ranger dans l'anneau spatial était l'option la plus sûre. Xiaoyang pointa simplement son anneau magique vers le contenu du camion, et celui-ci fut instantanément absorbé par sa soute. Si les événements s'est déroulés comme dans ses souvenirs, l'Apocalypse commencerait après-demain. Il n'avait plus beaucoup de temps pour finaliser les derniers préparatifs. Pour une raison inconnue, le souvenir du vieil homme suppliant de lui permettre d'acheter sa maison avec ses modestes économies durement gagnées pour sa petite fille se répétait sans cesse dans sa tête. Jiang Xiaoyang avait enduré d'innombrables situations de vie ou de mort et d'innombrables actes de trahison durant la première apocalypse, mais il n'avait jamais été dans sa nature d'ignorer la souffrance des malheureux qui le méritaient. Il pourrait peut-être faire en sorte que des provisions essentielles soient envoyées au vieil homme. C'était le moins qu'il puisse faire pour augmenter ses chances de survie et celles de sa petite fille, et cela constituait également une forme de remboursement pour avoir fourni à Xiaoyang les fonds nécessaires pour faire face à l'apocalypse. Le lendemain, Jiang Xiaoyang conduisit son véhicule en direction d'un complexe d'appartements délabrés situé dans un quartier malfamé d'une autre ville. Le bâtiment était tellement isolé et délabré que le localiser aurait été impossible sans l'aide d'un GPS. Le fait que ce vieil homme loue un appartement au dernier étage d'un immeuble aussi ancien et bon marché, sans ascenseur, rendait ses difficultés financières douloureusement évidentes. Arrivé devant la porte, Xiaoyang frappa nonchalamment. Une idée soudaine lui traversa l'esprit. Il devait récupérer les provisions dans son anneau de stockage au préalable afin d'éviter la tâche impossible d'expliquer leur mystérieuse origine. Activant ses effets, instantanément, le couloir se retrouva encombré de piles imposantes de fournitures essentielles, des cartons surgissant de nulle part. À ce moment-là, le vieil homme atteignit la porte. En ouvrant la porte, il prit son visiteur pour le propriétaire et promit aussitôt de payer le loyer la semaine suivante. Cependant, un examen plus attentif du visage du jeune homme révéla qu'il s'agissait en réalité de M. Jiang, qui se tenait devant lui. La vue d'innombrables cartons encombrant le couloir et débordant de l'escalier ne fit qu'accroître la perplexité du vieil homme. Xiaoyang l'a assuré qu'une explication viendrait plus tard, insistant sur la nécessité immédiate de rentrer les cartons à l'intérieur, loin des regards indiscrets des voisins. Il fallut plusieurs minutes pour tout rentrer à l'intérieur, Xiaoyang effectuant la majeure partie du travail. Le vieil homme regardait avec étonnement, impressionné que le jeune homme ne montre aucun signe de fatigue. Pendant ce temps, Xiaoyang était déjà en train d'évaluer l'appartement et de déterminer rapidement qui pouvait servir de abri d'urgence viable. Il a noté avec satisfaction que la porte d'entrée était suffisamment solide. Il a alors imploré le vieil homme de faire très attention, expliquant que les provisions devaient être rationnées avec soin, car elles étaient censées durer environ 6 mois, à compter du lendemain. Xiaoyang était sur le point de donner plus de détails lorsque son attention fut brusquement captée par une photographie exposée, laissant le vieil homme, toujours perplexe, dans l'attente. La photo montrait le vieil homme debout, fier, à côté de sa charmante petite fille. À la grande surprise de Xiaoyang, la fille sur la photo était une amie proche qu'il avait connue lors de la première apocalypse, Shan Shan. Il interrogea aussitôt le vieil homme,
lui demandant si le nom de la jeune fille était Meng Shanshan. Une question qui ne fit que déconcerter davantage le vieil homme, car il était certain de n'avoir jamais prononcé son nom. Un air sombre s'est installé sur le visage de Xiao Yang lorsqu'il a demandé avec insistance où se trouvait la jeune fille. Le vieil homme a expliqué qu'elle était à l'école pour finaliser les formalités de transfert. Un souvenir douloureux refit surface pour le jeune homme. Shanshan confessant ses profonds regrets d'avoir causé la perte de son grand-père lors du déclenchement initial de la première apocalypse. Il se souvenait clairement de cette période. Le grand-père de Shanshan avait tout risqué pour la sauver, forçant courageusement l'entrée de son école après qu'elle ait été envahie par des zombies. Il avait réussi à la sauver dans ce passé tragique, mais au prix de sa propre vie. Ayant été un proche confident d'elle, Xiao Yang fit le vœu solennel d'empêcher Shanshan de revivre jamais une telle agonie. Se retournant vers le vieil homme, il annonça que la maison n'était plus à vendre, ce qui plongea le grand-père innocent dans la panique, celui-ci supposant immédiatement que M. Zhang revenait sur leur accord. Mais Xiao Yang lui présenta une vérité bien plus difficile, expliquant qu'à partir du lendemain, le monde basculerait dans un véritable cauchemar, rendant la maison et l'école de Shanshan insignifiantes. Leur seule priorité était désormais de la récupérer et de la mettre en sécurité. Cette déclaration abrupte laissa le vieil homme complètement déconcerté. Dans sa précipitation, Xiao Yang avait négligé à quel point le concept d'apocalypse était invraisemblable, ce qui rendait incroyablement difficile de communiquer la catastrophe imminente à un homme âgé. Il a donc formulé la chose d'une manière plus compréhensible pour le vieil homme, en lui demandant d'imaginer la terreur tragique d'une famine. Bien que l'idée fût effrayante, les famines étaient certainement impossibles en des temps aussi paisibles. Comprenant que de simples paroles ne suffiraient jamais à gagner la confiance du vieil homme, Jiang Xiaoyang opta plutôt pour une démonstration. En un éclair, il absorba toutes les caisses de provisions dans son anneau de stockage, ainsi que tout ce qui se trouvait dans la pièce. Quand il eut fini, le vieil homme contemplait avec incrédulité la pièce désormais vide et spacieuse. Il n'y avait aucun moyen de décrire ce phénomène autrement que comme de la pure magie. Après quoi, Zhang Xiaoyan déclara qu'il possédait des super-pouvoirs, notamment la capacité de voir l'avenir. Pour assurer leur survie et secourir Shanshan, le vieil homme devait suivre ses instructions sans poser de questions. Leur priorité immédiate était de faire sortir la fille de son école. Durant le trajet pour retrouver Shanshan, la mâchoire du vieil homme resta relâchée par l'étonnement. Son regard rivait sur l'incroyable jeune femme à ses côtés, incapable de détourner les yeux. Pour atteindre sa destination au plus vite, Xiao Yang conduisait sans retenue, faisant fi du code de la route. Ils sortirent précipitamment du véhicule, leur seul objectif étant de localiser immédiatement Shanshan. Devant l'un des bâtiments des départements du campus, une jeune femme se tenait entourée d'un groupe d'autres étudiants. Il s'agissait sans aucun doute de Shanshan. À ce moment précis, un tyran stéréotypé la frappait au visage, motivé par la jalousie que lui portait un garçon en raison de son affection. Shanshan fixa d'un regard défiant, déclarant qu'elle ne souhaitait aucune association avec ce monstre et qu'elle détestait recevoir l'attention d'un tel individu. Pour son insolence, une autre fille s'avança et lui donna un coup de pied brutal dans le ventre. Les deux agresseurs se sont alors mis à la frapper à tour de rôle, leurs actes motivés par une pure jalousie envers l'attention que Shanshan recevait pour sa beauté. L'agression s'intensifiait rapidement, interrompue seulement par les cris du vieil homme qui venait d'assister à la situation déchirante de sa petite fille. Les brutes reportèrent immédiatement leur attention sur le grand-père qui se précipitait vers sa petite fille adorée. Il hurla sur les jeunes femmes désordonnées, exigeant de savoir ce qu'elles faisaient à Shanshan et leur ordonnant de la lâcher immédiatement. À ce moment-là, un voyou menaçant lui barra le chemin, sommant le vieil homme de reculer et de laisser les filles régler leurs affaires, tout en brandissant ostensiblement leurs armes rudimentaires et leurs couteaux. Sans se laisser intimider par la menace des couteaux, le vieil homme chargea sans hésiter un instant, criant sur les garçons et les traitant de voyous mal élevés. L'un des malfrats leva une batte d'acier bien haut, visant directement la tête du vieil homme. Si l'arme avait atteint sa cible, la blessure qui en aurait résulté aurait été catastrophique. Mais Xiao Yang a décidé d'intervenir à temps, mettant fin à l'attaque du tyran. Il lança un regard noir à ce jeune voyou sans valeur,
Il était clair que ces apprentis gangsters étaient encore des amateurs dans le rôle de véritables voyous. Les deux autres voyous se tournèrent vers Xiao Yang, le prenant pour le frère aîné de Shan Shan ou un parent proche. Une cible facile en somme. Pendant ce temps, le brute à qui il avait arraché la batte de fer la trouva complètement immobilisée malgré tous ses efforts. Puis Xiao Yang lui asséna un puissant coup de pied directement au plexus solaire, projetant le malheureux voyou en arrière dans les airs sous l'effet de la force du coup. Le voyou fut projeté en arrière comme s'il avait été catapulté par un canon. Observant le sort de leur premier complice, les deux autres malfrats marquèrent une pause. À première vue, Xiao Yang semblait avoir reçu une formation au combat. Peut-être qu'en l'attaquant simultanément à deux, il pourrait le toucher. Mais le regard froid et calculateur qui émanait de Xiao Yang laissait présager qu'un tel dénouement n'allait pas se produire. Avec deux voyous positionnés, l'un armé d'un couteau devant et l'autre derrière tenant une batte, c'était le plan le plus efficace que les deux aspirants à la gloire pouvaient concevoir. L'attaquant sur le flanc fut le premier à agir, amorçant un coup de batte de toute sa force. Sentant l'attaque arriver, Xiao Yang l'évita facilement grâce à une rapide esquive. Son nouveau corps amélioré prouvait déjà son immense valeur. Après avoir consommé ses potions destinées à augmenter ses capacités physiques, sa vitesse de réaction s'était également considérablement accrue. Il attrapa le voyou qui venait de tenter de lui fracasser le crâne. En étirant par le col, Xiao Yang semblait appréhender un enfant turbulent. Grâce à sa force retrouvée, il lui fut remarquablement facile de plaquer le salaud directement sur le sol froid et dur. Un seul coup a suffi pour que le harceleur perde connaissance. Il a dû se cogner la tête contre le béton ou une surface dure similaire. Profitant de l'ouverture, le dernier tyran survivant chargea, un couteau à la main. Sans même scier, le vétéran zombie redirigea habilement son arme et fixa le tyran blond de ses yeux impassibles. Xiaoyan ne rompit pas le contact visuel une seule seconde, tout en préparant sa jambe à lancer un autre coup de pied. À cette occasion, il asséna un coup de pied en plein sur la jambe du voyou restant. La force du coup était telle que le malfrat s'écroula comme une omelette. Pour couronner le tout, la chute s'est terminée par le visage de Blondie heurtant le sol avec une force considérable. En quelques secondes seulement, les apprentis voyous ont été neutralisés de manière appropriée. Les seuls obstacles qui se dressaient encore devant lui étaient ces sorcières acariâtres qui tourmentaient Shan Shan sans raison apparente. Ayant survécu à la première apocalypse, Zhang Xiaoyang est désormais un fervent défenseur de l'égalité des droits et donc de l'égalité dans les combats. Alors, il a asséné une gifle retentissante à cette sorcière tyrannique, en plein visage. Elle n'y était absolument pas préparée. La violence de cette gifle était impressionnante. Elle en eut un frisson et sa joue devint instantanément rouge. Quant à l'autre brute, puisqu'elle prenait tant de plaisir à tirer les cheveux de Shan Shan, Xiao Yang décida de lui rendre l'appareil. Il ne la lâcha pas, malgré ses supplications. Le regard meurtrier fixé sur elle, eut sorti le couteau qu'il avait pris à la blonde et le plaça contre le cou de la jeune fille. Terrifiée par ce qu'il pourrait faire, la sorcière se mit à pleurer. Tous les passants présents alentour ont entendu un coup sec suivi d'un cri perçant. Xiao Yang n'a même pas réagi. Lors de la première apocalypse, il avait fait bien des choses par simple instinct de survie. Et ses puissants instincts ne l'avaient jamais quitté. Les dames ont assisté, horrifiées, à la scène qui avait suivi son acte. Mademoiselle Bully tomba à genoux, l'air complètement inanimé et totalement impuissant. « Ne t'inquiète pas, RMC n'est pas si méchant, du moins, pas pour l'instant. » Il s'est contenté de couper légèrement les cheveux de la brute et de l'humilier, publiquement. N'ayant toujours pas compris la leçon, la sorcière cria qu'elle ne laisserait pas Xiao Yang partir. Fichez le camp après lui avoir fait un coup pareil. Il ignora superbement ces menaces futiles. Au lieu de cela, il la dévisagea, la laissant, dans un comble d'irrespect, laisser les mèches de cheveux coupés retomber sur sa tête. Tout en faisant cela, il prétendit rendre service, expliquant que les cheveux longs deviendraient bientôt un handicap. Sa remarque énigmatique laissa tout le monde perplexe, mais il insista sur le fait qu'avoir les cheveux courts pourrait bien sauver la vie du tyran dans les jours à venir. Avec un air de grande familiarité, Xiao Yang se tourna vers Shan Shan et l'informa qu'il devait partir immédiatement,
bien qu'elle n'ait aucune idée de leur destination. Néanmoins, le vieil homme réussit à persuader sa petite fille de monter sans délai dans le véhicule de M. Jiang. Une fois à l'intérieur, son grand-père annonça que n'irait plus à l'école. Il expliqua, les yeux emplis d'une lueur paniquée, qu'une famine colossale était imminente, les obligeant à faire de la survie leur unique préoccupation. Shan-Shan, cependant, restait sceptique. Elle était certaine que son grand-père avait simplement été victime d'une arnaque téléphonique classique. Xiao Yang observa leur querelle, remarquant l'inquiétude de la jeune femme quant à l'escroquerie dont son grand-père avait été victime. Soulagé que Shan-Shan soit saine et sauve, il se jura de la protéger dans cette nouvelle vie. Voyant que les avertissements de grand-père n'avaient aucun effet, il intervint, admettant qu'il était la source des informations concernant la prétendue famine. Elle réalisa soudain qu'elle n'avait aucune idée de qui était cet homme, ni où il les emmenait. Zhang Xiaoyang fit alors les présentations en bonne et due forme, disant à Shan-Shan qu'elle pouvait l'appeler frère Xiaoyang. Elle le remercia de son aide contre les brutes à l'école, et il répondit d'un ton sinistre qu'il ne leur restait de toute façon plus beaucoup de temps à vivre. Intriguée, elle lui demanda si une famine allait vraiment survenir de façon si soudaine. Il finit par avouer que l'histoire de la famine était une invention, créée pour faciliter la compréhension du vieil homme, car une famine à leur époque était pratiquement impossible. Xiaoyang révéla alors la vérité. Ce qui allait arriver dans quelques jours, c'était l'apocalypse, annonçant la fin de leur civilisation. Entendre une chose pareille ferait croire à n'importe qui qu'il est fou. C'est la seule réaction rationnelle face à ce genre d'affirmation. En jetant un coup d'œil à l'heure, Xiaoyang pensa que c'était le moment idéal pour consulter les sources d'informations en ligne afin de trouver les premières preuves concrètes de la fin du monde. Elle sortit son téléphone et commença à consulter les actualités. Une vidéo montrant un homme proférant des avertissements apocalyptiques et inquiétants est devenue virale. Il était maîtrisé par les autorités dans une gare très fréquentée, et certains internautes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cas de rage, car il mordait les gens. Mais l'homme semblait suffisamment lucide pour lancer un avertissement glaçant concernant un brouillard qui approchait et qui dégageait une odeur particulière. Sur les images, l'homme maintenu au sol a résisté avec suffisamment de force pour se libérer et attaquer d'autres personnes comme un animal enragé, plongeant la scène dans un chaos total. Comme Xiaoyang l'avait prédit et expliqué, les premiers signes de l'apocalypse se dévoilaient désormais aux yeux de tous. Demain marquera officiellement le début de la fin. Un brouillard toxique s'apprête à s'abattre sur plusieurs provinces, dont la province B, et affectera tous les êtres vivants qu'il touchera. La situation va s'aggraver au point qu'un pourcentage important de la population se transformera en zombies décérébrés errant dans les rues, à la recherche de leur prochain repas. Quant aux survivants du brouillard initial, ils ne seront pas épargnés par la brutalité de ces zombies affamés de chair. Après avoir enduré une mort atroce, la victime deviendra l'une des leurs. En tant que membre de la jeune génération, Shan-Shan comprenait le concept général des zombies grâce aux films et à la culture populaire, mais elle avait du mal à croire que cela se produisait réellement. Mais une fois que le chaos aura véritablement commencé demain, ou peut-être après-demain, chacun découvrira rapidement que l'incroyable est devenu sa nouvelle et terrifiante réalité. Malheureusement, le temps étant un facteur crucial pour leur retour au quartier général, ils se sont retrouvés irrémédiablement pris au piège des embouteillages. Les embouteillages étaient si importants que même la voie d'urgence était impraticable, complètement bloquée et immobilisée. En entendant M. Jiang parler de zombies, maintenant qu'ils étaient complètement immobiles, le vieil homme commença à paniquer. Mais Xiaoyang le rassura, affirmant qu'il ne devrait pas avoir de soucis à se faire pour le moment. Mais même s'il fallait quelques jours pour que les zombies envahissent tout, la possibilité d'une petite épidémie localisée à proximité n'était certainement pas impossible. Alors que tous les autres véhicules étaient immobilisés pare-choc contre pare-choc, une voiture de luxe haut de gamme a doublé tout le monde sur la voie d'urgence. Dès que la circulation a avancé lentement, le véhicule de luxe a saisi l'occasion de s'insérer de manière agressive juste devant Xiaoyang. Ce salaud conduisait à une vitesse si dangereuse et avec une telle imprudence que Xiaoyang a été obligé de freiner brusquement pour éviter une collision. Sa colère était entièrement justifiée. Le conducteur n'avait absolument pas utilisé ses clignotants
et avait fait une embardée comme un imbécile, mettant en danger tous ceux qui l'entouraient. Désormais sur la défensive, le jeune homme refusait de se laisser faire face à un tel manque de respect flagrant sur la route. Il a manœuvré son véhicule pour empêcher ce salaud de s'engager, bloquant ainsi la voie. Même après avoir clairement fait comprendre qu'il ne laisserait pas ce salaud s'insérer dans la circulation, la voiture de luxe a obstinément persisté. Nous sommes tous pris au piège dans cet embouteillage. Et il n'y aura aucun privilège particulier pour les conducteurs dangereux. La voiture de luxe s'arrêta à la hauteur de la fenêtre de Xiaoyang, son chauffeur proférant des injures grossières. Il avait tout l'air d'être la victime. Le vieil homme conseilla de laisser tomber pour l'instant, car le conducteur agressif semblait être riche et influent. Xiaoyang, cependant, restait imperturbable. Si ce salaud osait sortir de sa voiture et provoquer une altercation, il était prêt à lui faire couler le sang sur le trottoir. Ils sont restés coincés dans les embouteillages pendant près d'1 heure. Mais heureusement, la circulation a commencé à se fluidifier. En regardant dans le rétroviseur, il était clair que leurs ennuis n'étaient pas terminés, car la même voiture de luxe qu'auparavant tentait à nouveau de s'infiltrer de force. Il était clair que cela les visait maintenant. À ce moment-là, Xiaoyang était vraiment furieux. Ce gosse de riche refusait obstinément de céder. Il en conclut que, quel que soit cet individu, il devait être complètement cinglé pour risquer sa vie et sa voiture juste pour semer la pagaille sur la route. Le conducteur les collait de trop près, provoquant intentionnellement une réaction. C'est le comportement typique d'un adepte de la rage au volant. Le vieil homme a supplié M. Jian d'ignorer la provocation et de se désengager du conflit. Peut-être que le Jiang Xiaoyang de sa vie antérieure aurait laissé filer ce salaud. Mais avec l'apocalypse qui arrive demain, il n'y avait plus aucune raison de supporter des gens aussi méprisables que ce gamin pourri gâté. Xiaoyang engagea donc le chauffard dans un jeu dangereux pendant un instant. Il paria sur le fait que l'homme flancherait au dernier moment et il avait vu juste, remportant la partie. Résultat, le gosse de riche a failli avoir un accident de voiture sur une colline voisine. Et pourtant, il a eu l'audace de rejeter toute la responsabilité de l'incident sur le jeune voyou coincé dans l'embouteillage. Sans hésiter, le salaud en costume a contacté la police routière pour demander leurs enregistrements de surveillance, déterminé à traquer Xiaoyang et à démontrer pourquoi il ne faut jamais provoquer les puissants. Lorsque tous trois arrivèrent enfin au quartier général, la nuit était déjà bien avancée. En sortant du véhicule, le vieil homme resta bouche bée, complètement abasourdi par l'immensité du domaine. Shanshan a fait remarquer que toute cette installation lui semblait quelque peu excessive. Xiaoyang leur conseilla de se reposer, expliquant qu'à partir du lendemain, tout ce qu'ils comprenaient serait brutalement bouleversé, le monde entrant dans une nouvelle phase brutale. C'est exactement ce qu'il dit. Mais le lendemain matin, il paraissait parfaitement détendu, un café à la main sur sa terrasse panoramique, comme si de rien n'était. Shanshan venait de se réveiller et trouva Xiaoyang à proximité, se sentant reposée après la meilleure nuit de sommeil dont elle se souvienne. Ne pas avoir cours le matin était une sensation merveilleusement libératrice. Puisqu'elle était réveillée, il réalisa que c'était le moment idéal pour lui faire visiter la forteresse comme il se doit. Ils sont allés chercher grand-père, puis Xiaoyang a commencé à leur faire visiter les installations. Tous les murs étaient construits en béton armé robuste, et chaque portail télécommandé était fabriqué en acier massif de 3 cm d'épaisseur, nécessitant des armes lourdes pour être forcé. De ce fait, empêcher l'entrée d'intrus, qu'il s'agisse d'humains ou de zombies, serait simple. Il a fermement rappelé que personne d'autre que 3 n'était autorisé à pénétrer dans la forteresse principale sans l'autorisation explicite de Xiaoyang. Shanshan a immédiatement interprété ces paroles comme une politique d'abandon des autres survivants qui pourraient atteindre leurs portes, les laissant mourir dehors avec les morts vivants. Xiaoyang n'a pas donné de réponse directe. Il les a simplement invités à passer à la zone suivante. Il a soigneusement expliqué qu'avec le début de l'apocalypse, la nature humaine allait devenir encore plus dangereusement imprévisible qu'elle ne l'était déjà. Sans loi pour le réprimer, le mal qui sommeille dans le cœur des hommes serait amplifié. Et avoir un grand cœur ou faire preuve de compassion ne ferait que les mener plus tard à leur perte. Il les conduisit donc tous deux à inspecter un endroit spécial qu'il avait fait aménager.
Il s'agissait d'un complexe clôturé contenant de nombreux conteneurs maritimes, et il a indiqué qu'en son absence, les survivants ayant besoin d'aide pourraient être temporairement hébergés dans cette zone tampon à titre d'abri. Toutefois, sans son autorisation directe, l'interdiction faite à d'autres personnes d'entrer dans la forteresse principale restait en vigueur. Le vieil homme acquiesça d'un signe de tête, et l'étape suivante de leur visite fut un entrepôt de nourriture, où ils désigneraient également quelle partie de leurs provisions pourrait être distribuée à d'autres personnes. En entrant dans l'entrepôt rempli de personnel, au milieu de piles de fournitures essentielles, le spectacle était presque incroyable. Xiao Yang se retourna et les regarda d'un air déterminé. Il a ensuite activé l'œil de l'esprit pour vérifier leur niveau d'hostilité après leur avoir montré la marchandise. Heureusement, les indicateurs qu'ils voyaient flotter au-dessus de leur tête étaient des visages heureux. On pouvait sans risque interpréter cela comme un signe de confiance. Il poursuivit donc sa présentation, sortant des objets de son anneau de stockage, tout en expliquant que les armes étaient la ressource la plus vitale dans cet apocalypse. Il présenta une arbalète à Shan Shan et tendit un fusil de chasse au vieil homme, les avertissant de toujours garder ses armes sous leur contrôle personnel et de ne jamais les laisser tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. C'était une question de bon sens cruciale. La sécurisation de leurs armements était une condition non négociable s'ils voulaient éviter le chaos. Au beau milieu de la tournée, Xiao Yang reçut une notification l'informant d'une nouvelle mission système. Après avoir retrouvé Meng Shanshan, il fut chargé de retrouver un autre ancien camarade, un homme nommé Zhang Qi. Cette notification soudaine a complètement surpris Xiao Yang. Du haut de la plateforme d'observation, il aperçut une flèche indiquant la position exacte de Jiangqi. C'était un avantage bienvenu, car il comptait justement retrouver ses vieux amis. Il se mit aussitôt en route pour accomplir sa mission, rappelant au grand-père et à sa petite-fille de se souvenir des règles et de ne jamais songer à les enfreindre. Lorsqu'ils lui ont demandé où il allait, il est monté dans sa voiture et a répondu qu'il partait recruter d'autres personnes et agrandir leur équipe. L'immense flèche indiquant l'emplacement de Jiangqi semblait pointer directement vers un bar karaoké. Dans l'un des salons privés, un groupe d'amis passait une soirée à boire et à chanter au karaoké. Jiangqi, aux cheveux argentés, sortit de la pièce en titubant, ivre, suivi d'un de ses amis, pour se diriger vers les toilettes. Après s'être soulagés, les deux hommes, ivres, sont retournés en titubant dans le couloir principal. En état d'ébriété, Jiangqi a bousculé une jeune fille par inadvertance. Malgré la collision mineure, la jeune fille semblait extrêmement irritée. Sans hésiter, Jiangqi a immédiatement présenté ses excuses. Le jeune homme qui accompagnait la jeune fille, en revanche, a très mal réagi à l'incident. Trait Jiangqi de voyou, puis lui asséna un coup de pied violent et gratuit. Jiangqi s'est écrasé contre un mur voisin et est tombé lourdement sur les fesses dans un impact qui semblait atroce. Son ami s'est précipité à ses côtés pour vérifier s'il était blessé, même s'il était évident qu'il n'allait pas bien. Le copain de glace a fait preuve de courage en prenant la défense de son ami et en criant sur l'homme violent pour son comportement agressif. Le voyou s'est emporté, car il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde, surtout en présence de sa petite amie. Il empoigna le camarade de glace par le col, révélant une force surprenante. Voyant la situation s'aggraver, Jiangqi fit de son mieux pour se relever et endosser la responsabilité, suppliant le voyou d'épargner son ami. Heureusement, un employé de karaoké faisait sa ronde à proximité. Il se plaignait d'avoir attrapé un rhume après s'être remis d'une gastro-entérite, mais la bagarre a attiré son attention. Les bagarres semblaient être monnaie courante ici, car les personnes ivres avaient du mal à se contrôler. Le membre du personnel a choisi d'intervenir, tentant de mettre fin à l'altercation en demandant aux deux parties de se calmer. Lorsque le voyou se retourna vers lui, il parut offensé d'être interpellé. Il le prit comme un affront, affirmant que même le propriétaire du karaoké n'oserait pas toucher à ses vêtements. Le courageux employé était désormais la nouvelle cible de la rage du voyou, ce qui le poussa à faire signe silencieusement à Jiangqi et à son acolyte de fuir. Le voyou a exigé que le patron du bar se présente immédiatement, menaçant de fermer l'établissement. Monsieur Staffer a tenté de calmer la situation, mais en vain. Les étudiants ont pris la fuite. De retour dans la salle de karaoké 3090, les deux firent irruption dans la pièce comme s'ils fuyaient une bête féroce.
Leurs amis étaient, à juste titre, déconcertés par ce qui se passait et se demandaient pourquoi les deux étaient revenus dans un tel état de panique. Ils ont expliqué avoir eu une malheureuse rencontre avec un voyou ivre prêt à leur faire du mal, mais heureusement, un membre du personnel, faisant preuve de sang-froid et de compassion, a réussi à désamorcer le conflit. Se relevant, l'un de leurs camarades insista sur le fait qu'ils auraient dû riposter, déclarant que leur cours de génie mécanique devait faire preuve de plus de courage, et il proposa même de faire appel à d'autres étudiants de leur département pour une contre-attaque. Zhang Qi a immédiatement rejeté cette idée impulsive, soulignant que chercher les ennuis et jouer les durs était un risque idiot alors qu'il leur restait moins d'un an d'études. Il les a plutôt exhortés à reprendre leur chant, leur danse et leurs festivités. Et c'est ce qu'ils firent. Mais les ennuis qu'ils cherchaient à éviter vinrent à leur rencontre lorsque le voyou ivre et toute sa bande apparurent, ayant apparemment forcé le serveur à révéler l'emplacement de la chambre 3090. Les étudiants furent bien sûr stupéfaits lorsqu'une bande de brutes inconnus fit irruption dans leur chambre privée. Le voyou ivre jeta négligemment le serveur comme un vulgaire déchet, puis fit un geste vers Zheng Qi et ses amis, ordonnant à son équipe de les capturer tous. Craignant que toute résistance ne provoque des violences encore plus extrêmes, les étudiants ont choisi de ne pas riposter et se sont tout simplement rendus. Le sort réservé aux serveurs vaincus les fit frissonner. Le dur à cuire du département d'ingénierie mécanique les narguait, défiant les voyous de le laisser passer un seul coup de fil. Saisissant une bouteille de whisky, le voyou ivre empêcha le dur à cuire de parler. Il y parvint en brisant violemment la bouteille pleine qu'il tenait à la main, directement sur le crâne du dur à cuire. Un mélange du sang de Chen Shang et de whisky coulait sur le sol. Un spectacle horrible qui remplit Zhang Qi d'une immense inquiétude. À ce moment précis, devant l'établissement de karaoké, un véhicule reconnaissable s'est discrètement arrêté devant l'entrée principale. Xiao Yong sortit de sa voiture avec un sourire, impatient de retrouver un ancien camarade de la première apocalypse, et il trouvait amusant qu'un karaoké corresponde si parfaitement au personnage plus jeune et étudiant de Zhang Qi. Il entra d'un pas décidé dans le bâtiment, où il fut accueilli et guidé par le personnel de premier ordre de l'établissement. Même lors de la première et terrible apocalypse, Zhang Qi avait toujours été le genre de personne qui trouvait encore la force de chanter. La tentative de Chen Shang de projeter une image de dureté bien supérieure à la réalité ne lui avait valu qu'une grave blessure à la tête causée par une bouteille d'alcool brisée. Le voyou s'est approché de sa petite amie d'un pas arrogant, débordant de suffisance. Mais elle n'a pas été impressionnée du tout, lui faisant remarquer que Chen Shang n'était pas la personne qui l'avait bousculé plus tôt. Ce détail ne posa aucun problème au voyou, qui pensa qu'il lui suffirait de fracturer le crâne de Zhang Qi. Cependant, il s'avéra que Chen Shang était remarquablement résistant. Saisissant un cendrier en métal lourd, malgré la douleur intense, il lutta pour riposter, mais fut immédiatement maîtrisé par les autres voyous présents dans la pièce. Son courage impressionna et irrita le chef des voyous. Brandissant la bouteille neuve et intacte à la main, il l'abattit d'un autre coup violent sur la tête du dur à cuire. Zhang Qi et ses camarades de classe n'ont rien pu faire d'autre que rester là, impuissants, à regarder leur ami se faire sauvagement battre non pas une, mais 2 fois. Faisant preuve de sa loyauté en véritable ami, il ignora les malfrats armés qui les entouraient et se jeta sur le chef de la bande qui les tourmentait. Tandis que lui et Glaceuse agissaient avec courage pour protéger leur ami, le dernier membre de leur groupe se recroquevillait et tremblait de peur. Malheureusement, face à des gangsters en infériorité numérique, ils étaient désavantagés, ce qui les condamnait à l'échec. Mais alors qu'ils encaissaient les coups, le serveur du karaoké blessé commença à se relever en titubant. Malgré son infériorité numérique, Zhang Qi a opposé une résistance étonnamment forte, se révélant être un adversaire de taille pour les malfrats. Alors que tout le monde était préoccupé par la bagarre, le corps du préposé au karaoké commença à muter de façon grotesque et son esprit se fractura complètement. Faisant preuve d'une rapidité surnaturelle, le zombie enragé s'est immédiatement précipité vers le groupe de personnes vivantes le plus concentré dans la pièce. Un malheureux voyou se trouvait au plus près de la créature, et le serviteur infecté lui planta ses crocs dans le dos, le déchirant comme s'il s'agissait d'un steak. Complètement inconscient du véritable danger,
Le malfrat se sentait simplement irrité par ce qu'il percevait comme une morsure animale de la part de leur première victime. Pendant ce temps, au lieu de soutenir ses amis, le lâche camarade de classe de Jiang-Chi sombrait dans une terreur pure, perdant complètement son sang-froid. Un autre malfrat tenta d'arracher le serviteur de l'épaule de son compagnon, mais la morsure de la créature était incroyablement tenace, sa puissance physique étant décuplée par la mutation. Soudain, d'un seul mouvement fluide, la créature infectée pivota, lâchant l'épaule du premier voyou pour agripper à la place le bras d'un autre voyou. La morsure était déjà atroce, mais la force physique surhumaine de la créature s'avérait bien plus problématique, la rendant quasiment impossible à déloger. Il était clair que sans intervention, le mutant finirait probablement par vaincre tous les occupants de la pièce. Captivant l'attention de tous les présents, Zhang Xiaoyang attrapa le préposé frénétique par la peau du cou. Il souleva ensuite la créature du sol d'un seul bras. Pour éliminer le danger, il pivota vers la paroi vitrée la plus proche et projeta le zombie directement contre sa surface, ce qui provoqua l'éclatement de la vitre. Xiaoyang fit alors face aux voyous et aux étudiants qui se battaient, leur ordonnant à tous de cesser les hostilités. Sa démonstration de force rapide et brutale parvint à capter leur attention avec une efficacité redoutable. Les malfrats en conclurent que ce nouveau venu possédait une force immense, étant donné que 2 d'entre eux, réunis, n'avaient même pas réussi à faire bouger le gardien enragé. Le chef des salauds s'est avéré totalement incapable d'évaluer la situation, reportant plutôt sa rage sur l'homme qui venait d'éliminer un zombie enragé à lui seul. Sans prêter attention au gangster, Xiaoyang tourna son attention vers Jiang-Chi et lui demanda si le jeune homme avait été mordu. Dans sa confusion, il balbutia une réponse, confirmant qu'il n'avait pas été mordu, car aucun d'eux ne comprenait ce qui se passait. Sans donner d'explication supplémentaire, Xiaoyang ordonna simplement à son vieil ami de sa vie antérieure de l'accompagner. Jiang-Chi ressentit une envie inexplicable d'obéir, mais elle fut bloquée par le chef des malfrats, qui croyait à tort qu'il contrôlait toujours la pièce. Alors qu'un autre conflit était sur le point d'éclater, l'un des gangsters mordus se mit à tousser violemment, se plaignant d'un mal de tête atroce qui lui donnait le tournis. Xiaoyang pouvait reconnaître instantanément les premiers signes de mutation. Et ce voyou présentait tous les symptômes révélateurs. Outre la grande morsure sur son épaule, l'homme a mentionné qu'il avait également souffert d'un écoulement nasal plus tôt dans la journée. Tout en tenant toujours le zombie enragé par le cou, Xiaoyang confirma à voix haute que le voyou avait bien été mordu. Dès la plaie elle-même, les signes révélateurs de putréfaction et d'infection se propageaient déjà visiblement. Son infection était inévitable, et la proximité de la morsure avec le système nerveux ne pouvait qu'accélérer la propagation de la contagion. Le voyou était voué à se transformer, tôt ou tard. Il n'avait tout simplement pas le luxe d'affronter 2 zombies enragés dans un espace aussi restreint. Xiaoyang passa donc à l'action, traînant le zombie qui résistait et attirant l'attention de tous les présents sur ce qu'il allait faire ensuite. Arrivé près de la porte, il a projeté l'employé infecté directement dans les toilettes. Il a alors brusquement refermé la porte coulissante. Cette manœuvre a permis de confiner efficacement la personne infectée à l'intérieur. Le zombie enragé, devenu très agité, s'est immédiatement levé pour frapper violemment à la porte. Heureusement, les zombies du début de l'épidémie n'avaient pas encore appris à utiliser les portes. Tous les regards se tournèrent vers Xiaoyang, empreints d'une profonde perplexité. Une fois la menace du zombie enragé neutralisée, l'attitude de Xiaoyang devint encore plus menaçante lorsqu'il se tourna vers Jiang-Chi, lui demandant lequel de ses voyous méritait une leçon. Le jeune homme était encore complètement déconcerté quant à l'identité de Xiaoyang, car à ce stade, ils étaient de parfaits inconnus. Le chef des salauds, l'ego profondément blessé, s'élança, bien décidé à apprendre à ce petit prétentieux les ficelles du métier de gangster. Mais Xiaoyang le regarda simplement, comme s'il n'était qu'un enfant insignifiant. Avant même que l'attaque pathétique du chef des voyous puisse se faire sentir, Xiaoyang l'avait déjà saisi par le visage, ses doigts s'enfonçant dans la peau de l'homme. Le poussant en avant jusqu'à ce qu'il trouve sa cible, Xiaoyang a violemment projeté le chef des malfrats contre la table en verre qui se trouvait au centre de la pièce. Le voyou mordu, souffrant d'une blessure mortelle à l'épaule, s'est immédiatement précipité pour venger son patron. Xiaoyang ajusta son équilibre
et décocha un coup rapide directement dans la trachée du gangster. Le voyou s'est effondré sur le dos d'un seul mouvement rapide, sa conscience s'évanouissant rapidement. La phase suivante de l'infection commença alors, lorsque le gangster se mit à mousser de la bouche, tandis que son corps était secoué de violentes convulsions. Son ami accourut, inquiet, pour prendre de ses nouvelles. Un seul coup de poing n'aurait pas dû suffire à plonger quelqu'un dans un état aussi étrange. Néanmoins, cela constitua une démonstration de force impressionnante. Si d'autres souhaitaient être mis KO d'un seul coup, Xiao Yang était prêt à accepter des volontaires. Tout en contractant ses poings comme pour se préparer à une raclée, Xiao Yang a dit à Zhang Qi qu'il devrait prendre ses amis et l'attendre à l'extérieur de la salle de karaoké. Ils s'exécutèrent avec plaisir, soutenant Chen Chong, blessé sur leurs épaules, et s'éclipsant aussi vite que possible. Les gangsters eurent la même idée et tentèrent de partir en emportant leurs compagnons blessés, qui succombaient peu à peu à l'infection. Cependant, Xiaoyan resta campé sur ses positions à la porte, refusant de les laisser passer. Ils tentèrent maladroitement de l'intimider, mais en vain. Ils étaient tellement ivres qu'ils se comportaient comme des dieux. Une imprudence qui a failli coûter la vie à son frère, Jiang Qi. Sans perdre une seconde à s'apitoyer sur ces dégénérés, Xiao Yang envoya sans effort le chef des voyous au sol, rendant furieux le gangster mégalomane. Sur ce, Xiao Yang partit aussitôt, claquant la porte au nez de ses clients pour laisser la nature suivre son cours inévitable. Le salaud de chef se mit à frapper frénétiquement à la porte. Insultant Xiao Yang à tout va, il le menaça de l'écorcher vif. À l'insu du gangster, l'un de ses subordonnés s'était déjà transformé. La progression de l'infection fut accélérée par une morsure de zombie située près de son système nerveux. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ils étaient désormais d'un rouge sang, totalement dépourvus de toute trace de raison ou de maîtrise de soi. Attiré par les coups incessants à la porte, le nouveau gangster se jeta en avant pour agresser son patron. Xiao Yang serrait fermement la poignée de la porte, écoutant le gangster enragé massacrer ses amis à l'intérieur. Pour ne rien arranger, le préposé zombifié coincé dans les toilettes était parvenu à ouvrir la porte. Du couloir, Xiao Yang entendait le carnage qui s'ensuivait. Un employé du karaoké, intrigué, s'approcha prudemment de Xiao Yang, qui lui donna aussitôt des instructions urgentes. Aller chercher les clés, verrouiller la porte et empêcher quiconque d'entrer, puis appeler la police et les secours pour signaler un cas de rage dans la salle. Le ton grave de la voix du jeune homme, associé à la mention de la rage, a provoqué une vive inquiétude chez l'employé. L'ouvrier était complètement abasourdi, si bien que Xiao Yang fut obligé de lui trier à nouveau dessus, insistant sur le fait qu'il n'avait pas de temps à perdre et qu'il devait se dépêcher. La salle de karaoké était solidement verrouillée de l'extérieur, et les grognements inintelligibles des gangsters enragés étaient audibles depuis le couloir. Quant à Zhang Qi et ses amis, Xiao Yang leur a demandé de le suivre pour le moment, laissant ainsi les employés du karaoké gérer les conséquences des événements qui venaient de se produire. L'employé qui verrouillait la porte sentit sa peau se hérisser en entendant les bruits inhumains qui provenaient de l'intérieur. Ses collègues, intrigués, s'approchèrent et demandèrent d'où venait ce vacarme. La simple mention de la grippe rabique suffisait à effrayer quiconque se trouvait à portée de voix. Le personnel a donc pris la décision collective de se précipiter dans la salle de sécurité pour visionner les images en direct de la caméra. Dès qu'ils ont fait irruption dans la salle de sécurité, l'écran direct affichait une scène digne d'un cauchemar. C'était un spectacle horrible. Des monstres enragés dévoraient leurs compagnons morts. Une folie terrifiante brillait dans leurs yeux tandis qu'ils arrachaient chair et sang. La jeune fille n'avait pas été épargnée non plus. Son visage était défiguré et partiellement dévoré. Ces images macabres ont finalement poussé l'équipe de sécurité à appeler la police. Entre-temps, Xiao Yang a lancé un avertissement sans équivoque aux étudiants, leur indiquant que le quartier n'était plus sûr. Il a insisté sur le fait qu'ils devaient partir immédiatement. Incertains de la marche à suivre, les membres du groupe montèrent docilement dans le véhicule de Xiao Yang, qui prit ensuite la direction du camp de base isolé. Zhang Qi exprima sa gratitude à Xiao Yang pour son aide face aux malfrats. Mais comme il n'avait pas encore été présenté officiellement, il restait quelque peu hésitant. Zheng Xiaoyang a donné son nom, puis a inventé un mensonge,
prétendant avoir été engagé par un employeur non divulgué dans le seul but de protéger Zheng Qi. Le plus lâche du groupe demanda avec curiosité si l'épidémie de rage était confirmée, faisant remarquer qu'il avait récemment vu des gens en ligne la qualifier de canular. Xiao Yang se contenta de montrer la scène à laquelle ils avaient assisté dans la salle de karaoké, affirmant qu'il n'y avait pas d'autre explication rationnelle. Il demanda avec crainte s'il existait un médicament ou un vaccin contre la grippe rabique dont il parlait. Tout en conduisant, Xiao Yang croisa le regard des garçons dans le rétroviseur et leur dit la vérité sans détour. Ce désastre n'allait pas s'arrêter. Il allait au contraire s'aggraver. En réalité, l'apocalypse avait déjà commencé. Pour parler d'apocalypse, leur véhicule a immédiatement fourni une preuve encore plus indéniable de la situation qui se déroulait. Au bord de la route, un homme visiblement infecté poursuivait à toute vitesse. Pour l'instant, la situation dans la ville se limitait à une épidémie mineure circonscrite à des zones isolées, la grande majorité des personnes infectées étant encore en période d'incubation. Mais l'épidémie était vouée à se poursuivre et allait dégénérer en une catastrophe massive et incontrôlable. Et ce, très prochainement. Si les garçons voulaient survivre, leur seul recours était d'obéir à tous les ordres de Xiao Yang. Craignant pour leur vie et se sentant redevables envers cet inconnu compétent, ils promirent à frère Yang de lui obéir. Le sauvetage réussi de Zheng Qi et l'obtention de sa confiance ont finalement permis à Xiao Yang de mener à bien sa mission, ce qui lui a valu 20 points système. C'était le moment idéal pour acquérir davantage de ressources, et il était ravi de voir de nouveaux coffres à butin disponibles dans la boutique. Il y avait un coffre fermier de l'Apocalypse, un coffre de ravitaillement anti-armes et un coffre de provisions alimentaires sur lesquels il pouvait dépenser ses points. Il avait déjà vu la boîte Apocalypse Farmer. Il semblait donc qu'il devrait soit réapprovisionner sa boutique, soit l'acheter pour faire de la place pour de nouveaux articles. Néanmoins, chacune de ces boîtes semblait utile et n'était pas excessivement chère. Xiao Yang comptait bien les récupérer toutes à son retour à la forteresse. Tout en jetant des coups d'œil furtifs aux garçons de l'université, un autre problème difficile lui vint à l'esprit. Dans sa vie antérieure, Zheng Qi fut trahi par l'un de ses camarades de dortoir, un acte qui entraîna la mort brutale de plusieurs personnes sous les coups de zombies. Zheng Qi fut le seul survivant, mais cette trahison le changea profondément. Quant au traître qui a causé la mort de tous, il ne pouvait s'agir que de l'un des jeunes hommes assis à l'arrière de la voiture de Xiao Yang. De l'autre côté de la ville, Jing était au téléphone avec l'homme qu'elle appelait affectueusement Honey. La sorcière était de plus en plus angoissée car on lui avait promis des provisions. La situation dans sa région devenait chaotique et elle était trop terrifiée pour aller elle-même au magasin. L'imbécile au téléphone ne cessait de promettre qu'il livrerait les articles dès que possible. Soudain, un coup frappé à sa porte fut si inattendu qu'il faillit provoquer une crise cardiaque à Kui Jing. Elle raccrocha et, retenant son souffle, se dirigea lentement vers l'entrée. En regardant attentivement par le Judas, elle put enfin voir qui se tenait de l'autre côté. Elle laissa échapper un soupir de soulagement en admettant son amie sorcière, Xiaoya. Xiaoya était elle aussi inquiète, ayant appris que le vieux grand-père Liu, qui habitait au premier étage, avait été emmené plus tôt dans la journée. Il a été évacué par une voiture de police et une ambulance, les autorités tentant d'étouffer l'affaire. Tout cela s'expliquait, car Kui Jing avait entendu le chaos provenant du rez-de-chaussée plus tôt dans la matinée. Les jeunes filles commençaient à croire que les rumeurs concernant la grippe rabique n'étaient pas qu'une simple manœuvre d'intimidation. Quant à la livraison de provisions promise par Lix ou Sheng, elle ne s'était toujours pas concrétisée. Xiaoya avait déjà prévenu Kui Jing qu'il ne fallait pas faire confiance à ce Su Xiang sournois, mais il pouvait au moins le manipuler pour qu'il pille l'énorme stock de provisions de Xiang Xiaoyang, de quoi faire fortune pendant l'épidémie. La dernière fois que Xiaoya avait tenté de séduire cet homme, elle avait échoué et avait été chassée par Xiaoyang. Par la suite, elle avait envoyé l'un de ses hommes le surveiller secrètement. Elle avait ainsi appris que des camions livraient régulièrement des provisions à l'usine abandonnée qu'il avait remise en état. Cette activité n'aurait de sens que si Xiaoyang avait d'une manière ou d'une autre acquis une connaissance précoce de l'épidémie imminente. Les deux sorcières ont donc élaboré un plan visant à utiliser Shu Qiang pour attaquer l'établissement.
dans l'intention de s'emparer par la force d'une partie des richesses de Xiaoyang. Xiaoyang est arrivé au camp de base sans rencontrer de difficultés supplémentaires pendant le trajet. Les garçons sortirent eux aussi de la voiture, admirant le spectacle de ce que Xiaoyang avait construit de façon si impressionnante en si peu de temps. Jianqi ne pouvait contenir son excitation et son émerveillement face à l'immensité du camp de base. À ce stade, il serait bien plus juste de le qualifier de forteresse. Un sourire se dessina sur le visage de Xiaoyang en voyant l'air émerveillé de son vieil ami. C'était une réaction assez classique pour un visiteur novice. L'arrivée de leur voiture attira également l'attention des autres habitants de la forteresse, qui sortirent armes à la main pour enquêter sur le bruit. Grand-père et Shan-Shan étaient tout simplement fous de joie de voir que Xiaoyang était revenu sain et sauf. Le jeune homme confirma qu'il allait bien, puis fit signe aux garçons de s'avancer afin de les présenter comme les nouveaux membres de la forteresse. Eh bien, sa connaissance se limitait à Jianqi. Il identifiait donc simplement les autres jeunes hommes comme des camarades de classe de Jianqi. Avec de larges sourires, grand-père Shengbo et Shan-Shan se présentèrent tour à tour, accueillant les nouveaux arrivants dans le sanctuaire de leur forteresse. Xiaoyang confia ensuite à grand-père Shengbo la tâche de faire visiter le complexe à quelques hommes, tout en leur expliquant en détail les règles et les procédures. Pour Glasses, c'était comme s'il venait de pénétrer dans une installation militaire. Avant le début de la visite, le lâche prit timidement la parole, exigeant l'attention de tous. Il a demandé s'il était possible de leur fournir également des armes, afin qu'ils puissent participer à la défense de cette vaste installation. Xiaoyang lui lança un regard suspicieux. Ils étaient sur place depuis moins d'1 heure, et cet individu demandait déjà une arme. C'était une requête plus que suspecte. Se penchant vers Yiming, Glasses lui chuchota à l'oreille, à lui, le lâche. Pour freiner son empressement à s'emparer des armes, il lui expliqua qu'en tant que nouveaux arrivants, il devait d'abord établir un climat de confiance. Une telle exigence nécessitait une base de confiance préalable. Pour mettre fin aux exigences de Yiming, Xiaoyang promit que chaque personne recevrait une arme dans les jours à venir. Il a également mentionné que le traumatisme crânien de Chen Chang était assez grave et qu'il devait être immédiatement conduit à l'infirmerie pour y être soigné. Après plusieurs heures, les garçons ont enfin réussi à se débarrasser de l'alcool et de l'immense stress causé par cette épreuve qui a mis leur vie en danger. D'un ton agacé, Yiming s'adressa à Glasses, lui demandant pourquoi il avait renoncé plus tôt à ses demandes d'armes. Il fit valoir que si Glasses n'était pas intervenu, ils seraient peut-être tous armés à présent. L'audace de ce lâche était grotesque. Il s'est lancé dans un discours sur la nécessité de se protéger dans les circonstances actuelles. Sans aucune arme à feu, il a même comparé le fait de rester dans cette forteresse à une assignation à résidence. Heureusement, Glasses possédait à la fois du bon sens et un sentiment de gratitude pour avoir été sauvé des griffes même désinfectées. Yiming persista dans ses tentatives de semer la méfiance parmi ses pairs, remettant en question le récit de Xiaoyang, qui prétendait avoir été engagé par un client inconnu pour une mission de protection. Yiming avait raison de souligner les incohérences de cette histoire, qui était totalement absurde. Il serra les dents et aborda également la question des soins prodigués à Chen Chong. Xiaoyang avait promis de soigner leur ami blessé, or la salle médicale était équipée de mesures de sécurité plus strictes qu'une prison. L'idée nauséabonde selon laquelle Xiaoyang aurait pu comploter pour prélever les organes de leur ami à leur insu dans cette pièce stérile fut alors répandue par Yiming. Il décida donc de recruter d'autres imbéciles à sa cause et de s'en prendre d'abord à leur sauveur. Glasses s'opposait farouchement à cette idée, refusant d'envisager de trahir Xiaoyang après l'avoir mis en sécurité. Yiming rétorqua qu'il préférait trahir le monde entier plutôt que d'être trahi par lui. Il ambitionnait donc désormais de s'emparer de la forteresse et d'établir son autorité sur la région. Outre leur groupe et Xiaoyang, il n'y avait qu'un vieil homme et une jeune fille. Yiming se dit que si Xiaoyang partait, il pourrait facilement les capturer tous les deux. Il remarqua aussi que la jeune fille était plutôt jolie, et Yiming en désirait un peu. Les autres garçons le dévisageaient avec mépris et dégoût. Heureusement, Glasses et Changqi n'étaient pas de ce genre. Se rendant compte que son plan n'était pas bien accueilli, Yiming fit un geste de la main et rit doucement, tentant de faire passer toute sa proposition pour une plaisanterie qu'il ne fallait pas prendre au sérieux.
Jiangqi, naïvement, a gobé cette excuse pitoyable. L'apocalypse n'avait même pas encore commencé que Yiming ourdissait déjà des plans dépravés et illégaux. Glacé s'ajouta que si Xiao Yang avait voulu leur prélever des organes, ils seraient déjà prisonniers. Alors que les deux autres sortaient des douches, Yiming conclut qu'ils n'étaient pas des partenaires dignes de son complot. Il était convaincu qu'il fallait être impitoyable en temps de chaos. Bien qu'il eût lui-même tremblé à la vue du sang versé lorsque ses amis se battaient contre des gangsters quelques heures auparavant, Yiming comptait bien en faire ses serviteurs à vie une fois au pouvoir. Les nouvelles de grand-père Shengbo confirmaient que Cheng Chi et ses compagnons avaient commencé à s'installer à l'intérieur de la forteresse. Quant à Chen Chong, blessé, sa convalescence se poursuivait également et, comme prévu, toutes les portes et fenêtres avaient été solidement verrouillées. Xiao Yang a exprimé sa gratitude à grand-père Shengbo et à Shan Shan pour leur travail assidu, les exhortant à se reposer car le lendemain s'annonçait incertain. Avant leur départ, Xiao Yang leur lança un avertissement sévère, leur ordonnant de surveiller de près les deux autres camarades de classe qui accompagnaient Zhang Qi. Il justifia cela en expliquant qu'il percevait chez eux un net sentiment de trahison. Au beau milieu de la nuit, Xiao Yang se rendit directement à l'entrepôt pour régler quelques affaires. Il a accédé à la boutique d'objets du système et a effectué un examen approfondi des produits disponibles. En sélectionnant méthodiquement chacun des produits proposés, il a réussi à acheter la boîte Apocalypse Farmer de niveau 2 pour 2 points système, la boîte Food Supply de niveau 1 pour 5 points système et la boîte Armed Deterrent Supply de niveau 1 pour 5 points système supplémentaires, ce qui lui a laissé un solde de 8 points. Le coffret Fermier de l'Apocalypse contenait 50 graines de maïs, tandis que le coffret Ravitaillement lui fournissait 200 kg de saucisses à l'amidon, 100 kg de porc braisé précuit avec des légumes en conserve et 50 boîtes de nouilles aux choux marinés. Quant au coffret Dissuasion par les armes, il lui offrait l'incroyable quantité de 1500 cartouches de 9 mm. Il vida toutes les récompenses des caisses en un seul gros tas. La vue de ce volume impressionnant était déjà une satisfaction en soi. Ce n'était pas tout à fait comme dépenser sans compter avant la fin du monde, mais dans l'apocalypse à venir, où les ressources seraient rares, ses provisions étaient inestimables. Un nouveau jour se leva, et le calme matinal fut rompu par l'arrivée de plusieurs véhicules qui s'arrêtèrent juste devant la porte de la forteresse. Après avoir confirmé qu'ils étaient à la bonne adresse, les occupants ont commencé à exécuter leur plan, tandis que plusieurs hommes armés de lames sortaient des véhicules et qu'un homme en costume terminait son appel téléphonique. Après avoir raccroché, l'homme en costume a ordonné à ses hommes de détruire la porte avec toutes leurs forces disponibles. Les forces incompétentes ont commencé leur assaut, frappant furieusement les portes en acier à coups de batte et essayant de les défoncer. Après plusieurs minutes d'efforts infructueux, ils commencèrent à se plaindre que la porte était beaucoup trop épaisse et qu'ils ne parviendraient pas à l'enfoncer avec les outils qu'ils avaient apportés. Monsieur Sweet entra dans une rage folle face à cet échec, lui qui s'attendait à défoncer sans difficulté la porte d'une maison normale pour se retrouver complètement bloqué à l'entrée. Il ordonna donc à ses hommes de récupérer leurs armes les plus puissantes et ils se précipitèrent pour transporter plusieurs caisses en bois contenant leurs armes secrètes. Au lieu d'armes à feu de gros calibre ou d'explosifs, les caisses ne contenaient qu'une grande quantité de bouteilles de vin. La foule insensée a transformé des bouteilles en cocktails Molotov improvisés et a commencé à les jeter par-dessus les hautes grilles. Cette pluie de feu s'est abattue dans la cour, son arc s'arrêtant trop court et ne menaçant même pas le complexe d'appartements situé au-delà. Néanmoins, les cocktails Molotov ont provoqué d'importants troubles, leurs flammes s'élevant haut et brûlant avec intensité au petit matin. Après avoir lancé aveuglément les bouteilles enflammées sur toute la propriété, quelques projectiles ont finalement atteint le toit de l'immeuble d'appartement extérieur. Le vacarme a finalement alerté Shan Shan, Chang Chi et les autres, qui sont sortis du bâtiment munis d'extincteurs et de seaux remplis d'eau. Xiao Yang les avait déjà préparés à une attaque de ce genre. Le désastre principal n'était pas encore arrivé, et pourtant ces scénarios extrêmes se déroulaient déjà. Pendant que les plus jeunes s'occupaient de l'incendie, Xiao Yang et grand-père Shengbo sortirent de l'entrepôt, respectivement armés d'un fusil d'assaut et d'un fusil de chasse. Ils se rendirent directement à la tour de guet afin d'avoir une vue dégagée sur les malfaiteurs qui semaient le chaos et cherchaient les ennuis à l'extérieur de la porte. Arrivés au sommet,
Grand-père Shengbo fit remarquer que l'homme en costume et la voiture placée en tête du groupe lui semblaient incroyablement reconnaissables. Si sa mémoire était bonne, il s'agissait de la même personne qu'avec qui il avait eu une altercation au volant sur l'autoroute quelques jours auparavant. L'un des hooligans, posté en contrebas, aperçut enfin une silhouette se tenant au sommet de la tour de guet au loin. Il a aussitôt prévenu son patron que leur cible s'était enfin révélée. Le même voyou qui avait osé le défier sur la route. Monsieur Costume hurla des injures de toutes ses forces, s'assurant que ces insultes parviendraient jusqu'à la tour. Il menaça ensuite d'incendier la niche si Xiao Yang refusait de sortir. Le protagoniste répondit calmement, donnant à Monsieur Sweet et à ses partisans 5 minutes pour quitter sa propriété avant d'en subir les conséquences. Ces gangsters n'étaient pas réceptifs aux menaces. Ils n'entendaient qu'un gamin leur dire de dégager, ce qui les rendait furieux. Le temps de la discussion était révolu et ils préférèrent laisser 2 autres caisses de cocktails Molotov pour suivre le débat. Soudain, une nouvelle notification de tâche a été envoyée à Xiao Yang depuis son système. Tandis que grand-père Shengbo s'interrogeait sur l'opportunité de tirer un coup de semonce, Xiao Yang était déjà concentré sur sa nouvelle mission. Éliminer immédiatement toutes les menaces pour obtenir une récompense de 10 points. Voyant la récompense offerte, Xiao Yang abandonna aussitôt l'idée de tirer des coups de semonce. Ces intrus étaient incontestablement des criminels professionnels. Ils commettaient déjà des crimes odieux avant même l'effondrement de la société, sans le moindre remords si leurs actes entraînaient la mort par brûlure. Xiao Yang était convaincu que laisser survivre une telle racaille à l'apocalypse ne ferait que mettre en danger davantage d'innocents par la suite. C'est donc avec détermination qu'il se mit à viser. Sans hésiter, le jeune homme pressa la détente et sa première balle partit faire sa première victime. Le premier coup de feu a touché les bras de Monsieur Sweet, le plongeant dans un silence terrifié. Le cri de douleur de leur chef, qui serrait son bras sectionné, força les voyous à réaliser qu'ils s'étaient attaqués aux mauvaises personnes. Xiao Yang, tout en gardant son calme apparent, était en réalité irrité contre lui-même d'avoir raté ce qui aurait dû être un tir fatal assuré. Il avait visiblement perdu la main après avoir retrouvé une vie paisible. Les malfrats aperçurent le fusil d'assaut dans ses mains et entamèrent aussitôt une retraite précipitée vers leur véhicule, le chef étant le premier à s'enfuir. Mais Xiao Yang était le genre de personne qui terminait méticuleusement tout ce qu'il entreprenait. Cette fois, il visa avec plus de précision et commença à abattre méthodiquement les malfrats en fuite, un par un. Ils avaient incendié sa propriété. En retour, il leur fit pleuvoir des balles dans le dos, la poitrine et la tête. Ce fut un véritable massacre. Le chef a dû être propulsé par une énorme poussée d'adrénaline, car il a miraculeusement réussi à atteindre l'un des véhicules et à plonger derrière pour se mettre à couvert. Dès qu'il fut entré en trombe, il cria au chauffeur de les éloigner de cet endroit, sans prêter attention au moignon ensanglanté qui était autrefois son bras. Grand-père Shengbo suivit la voiture qui s'éloignait d'un regard inquiet. Mais la situation n'était pas problématique. C'est précisément pour cette raison que Xiao Yang avait choisi le fusil automatique dans l'armurerie. Suivant attentivement le véhicule qui s'éloignait, il suivit ses mouvements tout en tirant des rafales continues de chargeur en chargeur de munitions de gros calibre, perçant sa carrosserie. Grand-père observait le jeune homme qui maintenait un rythme parfait. Il visait, tirait, vidait son chargeur et rechargeait, le tout sans un seul mouvement superflu. Les mouvements fluides du jeune homme étaient stupéfiants. Grand-père Shengbo n'avait jamais vu une telle précision dans le tir au jugé et le rechargement, pas même une seule fois durant tout son service militaire. Après que plusieurs chargeurs supplémentaires eurent été vidés sur la cible, un silence profond s'abattit finalement sur la forteresse et ses environs. Les incendies étaient complètement éteints, révélant une scène de carnage absolu. Les cadavres des malfrats jonchaient la route menant à la porte de la forteresse. Le véhicule de fuite était hors d'usage. Tous ses occupants étaient criblés de balles. Xiao Yang, avec un naturel désinvolte, ordonna à grand-père de faire sortir Jiang Qi et ses compagnons pour s'occuper des gangsters morts à l'entrée principale. Après mûre réflexion, il réalisa qu'une utilisation plus stratégique de l'incident s'offrait à lui. Étant donné que c'était l'aube de l'apocalypse, peut-être laisserait-il les cadavres se transformer en zombies, créant ainsi des cibles d'entraînement vivantes pour développer les compétences de combat de Zhang Qi et Shan Shan.
Il a donc annulé son ordre précédent, disant à grand-père de laisser les malfrats abattus gisant sur la route, conformément à ses projets futurs plus ambitieux. Non loin de la forteresse, un autre groupe de voitures et de camionnettes avançait régulièrement, se rapprochant à chaque instant. À l'intérieur d'une des voitures blanches, Li Xiuqiang demanda avec impatience s'ils approchaient de l'endroit indiqué ou non. Prenant un air mignon et enjoué, Qujing répondit gaiement qu'ils arriveraient juste après avoir passé le prochain carrefour. Xiaoya, assise à l'arrière avec elle, ressentit une vague d'irritation face à la comédie mielleuse que Qujing jouait systématiquement en présence de ce bon à rien de Su Xiang. Comme on dit, une sorcière reconnaît toujours les manigances d'une autre sorcière. Arrivés aux abords de la forteresse, leur véhicule s'arrêta et Qujing ordonna à Shu Cheng de rester là pendant qu'elle entrait seule. Dès que Qujing est sortie de la voiture, elle s'est immédiatement employée à entraîner son amie dans son stratagème. Elle a inventé un mensonge selon lequel Xiaoya était la seule à savoir quelle usine Xiaoyang utilisait comme cachette. Ne voulant pas quitter le véhicule, Xiaoya a rétorqué que l'usine était parfaitement visible au loin et impossible à rater. De plus, elle a prétexté que ses chaussures n'étaient pas faites pour marcher longtemps. Mais Qujing était incroyablement persistante, allant jusqu'à traîner physiquement son amie hors de la voiture, tout en ignorant ses supplications pour récupérer son téléphone. Finalement, Xiaoya s'est retrouvée contrainte de suivre son amie sournoise, même si elle désirait profondément éviter toute implication supplémentaire. De retour dans la voiture, Li Susheng ordonna à ses hommes d'être prêts à agir à tout moment. Il donnerait l'impulsion, et dès que sa voiture avancerait, les hommes qui attendaient dans la camionnette devraient le suivre. Les fourgonnettes étaient bondées d'un mélange de jeunes hommes inexpérimentés et de gangsters chevronnés, tous prêts à prendre d'assaut la forteresse, même s'ils ignoraient totalement ce qui les attendait. Xiaoya se plaignit de ne pas vouloir être entraînée dans un tel pétrin dangereux. Mais Qujing perçut dans ce qu'elle considérait comme des tactiques sournoises, supposant que Xiaoya essayait de séduire son riche protecteur gangster. Elles étaient complices d'escroquerie et de combines depuis si longtemps qu'elles connaissaient toutes les ruses de l'autre. Mais elle avait complètement mal évalué la situation. En réalité, Xiaoya s'était apprêtée avec tant de soin dans l'espoir d'attirer l'attention du perdant, Zhang Xiaoyang, puisque Qujing avait déjà ruiné sa propre réputation auprès de lui par ses liaisons. En s'approchant de l'entrée, les deux jeunes filles prirent enfin conscience de l'horrible scène qui se déroulait devant elles. La route était jonchée de cadavres, tous criblés de balles. On pouvait donc en déduire sans trop de risques qu'ils avaient tous péri dans une fusillade. Xiaoya, prise de panique, supplia à Qujing de faire demi-tour et d'abandonner leur plan. À en juger par la quantité de sang, les corps étaient là depuis un certain temps, ce qui laissa supposer à Qujing que deux groupes s'étaient disputés les provisions de Zhang Xiaoyang. Si ces criminels aguerris avaient péri dans l'affrontement, se dit-elle, il était fort probable que Xiaoyang, le perdant, n'ait pas survécu non plus. Sa mort importait peu. Seuls les précieux vivres leur étaient indispensables. Xiaoya, faisant preuve de raison, préféra laisser Li Susheng et ses hommes gérer cette situation périlleuse. Mais Qujing a insisté pour s'avancer discrètement, afin de vérifier personnellement si le portail de l'usine était verrouillé. À l'insu des jeunes filles, le virus présent dans les cadavres des gangsters avait déjà entamé son processus de mutation au sein de leur organisme.